Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Chers tous, chers auditeurs et chers, je sais même pas comment on dit d'ailleurs, chers visionneurs, ceux qui regardent, vous êtes en direct, non même pas en direct, vous êtes avec moi, avec Patrick de Carvalho, sur le podcast Je ne perds jamais. Et puis maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, je reçois à nouveau un entrepreneur, voilà, intersidéral, puisque je m'intéresse à des gens qui ont des parcours stratosphériques en général. Voilà, je reçois Raphaël Masbou. Bonjour Raphaël. Salut, ça va bien? Ouais, ça va super. Raphaël Masbou qui est un jeune entrepreneur, de 27 ans, je crois, il m'a dit. Et puis, donc, je reçois Raphaël qui est sur une start-up, on va appeler ça comme ça, sur un business de start-up, qui, l'a lancé, il y a quelques années, mais c'est encore assez récent, dans l'univers de la location des équipements. Il va nous en parler plus en détail. Raphaël est une personne qui a eu un parcours, somme toute, relativement classique, école de commerce à Grenoble. Ça fait partie d'ailleurs des écoles du cycle qui est une des meilleures, non? Sur Grenoble, il y a pas mal d'écoles qui sont Ouais, comme ça. il y a pas mal d'écoles, mais oui, je crois que Grenoble, je crois qu'ils baissent un petit peu en ce moment. Ah ouais, c'est vrai? Mais à l'époque, ils étaient dans le top 6 ou 7, je crois, des écoles de Dans les commerce en classements? France. D'accord. Ouais, dans les fameux Tu as classements. fait une formation plutôt filière scientifique, si je ne m'abuse, Raphaël? C'est ça, ouais, j'ai fait un bac S, après j'ai fait une prépa Cachan, donc spécialité Ouais, un peu d'accord. économique, pour aller à Grenoble ensuite. D'accord. Bon, ça t'amenait pas nécessairement d'ailleurs vers l'entrepreneuriat, mais comme quoi, hein, en général, on dit que la filière scientifique mène à tout, heu et ça te sera utile, de toute façon toujours. Et donc bah, super, on va passer un moment ensemble, on va discuter voilà, de l'entrepreneuriat au sens large du terme, et ce qui est intéressant, dans ton cas, tu vas nous raconter tout ça, tu vas nous confirmer tout ça, c'est que tu es vraiment dans, la création, from scratch, d'une société, d'une start-up, qui en plus, je crois, il y a une petite surprise, mais il y a eu un tour de table, il y a eu un financement, donc dont tu vas nous parler. Donc voilà, Raphaël, je suis ravi de t'accueillir ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu veux te présenter, et compléter ce que j'ai raconté, ou est-ce que je suis à peu près dans les clous? Bah écoute, non, déjà ravi d'être avec toi, Patrick. Et effectivement, tu es dans les clous. Raphaël, 27 ans, école de commerce. Et j'ai créé Loki il y a 3 ans maintenant avec mon associé Benoît. J'ai pas donné le nom d'ailleurs, c'est Loki, 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 d'accord. Et donc vous êtes 2 associés, vous êtes 2. C'est un vrai sujet d'ailleurs, on rentre tout de suite dans le vif, sujet d'entrepreneur, puisqu'il y a toujours cette notion de: «Est-ce que je fais tout seul? Est-ce que j'ai des associés? Comment on s'associe? Comment on trouve un associé?» C'est souvent des choses qui sont, plus ou moins complexes et pas toujours, évidentes et faciles. Donc là, vous êtes, 2 cofondateurs. C'est ça. J'ai créé Loki avec Benoît Pian, qui est mon cofondateur, que j'ai rencontré en école de commerce, mais qui lui avait une spécialité plus produit. Donc ça matchait bien, moi, le côté D'accord. très business et on va dire commercial, et lui la partie produit tech. Et après, on s'est Mmh. rapidement associé à une troisième personne, un late founder. Et cette troisième personne est aussi une personne très proche de moi, parce que c'est mon grand frère. Donc je suis à la fois dans une aventure familiale Oh! et avec mon meilleur pote. Donc on est trois associés sur C'est Loki.
effectivement, alors bon, c'est pas nécessairement d'ailleurs, chapelle autour de ça, quand je dis chapelle, il y a pas mal de gens qui, parfois te disent: «Non, il faut surtout pas s'associer, ou avec des potes», là, toi, tu as fait les 2 quoi. Tu as fait à la fois la famille et les potes. J'ai fait les deux. Bah, c'est sûr, je pense que c'est un truc qui revient souvent, même dans des discussions où ça peut être risqué, on peut dire, d'être avec la famille. Je crois que c'est même quand tu fais ça avec une personne avec qui tu es en couple, c'est encore plus compliqué, ça peut même être mal vu. Donc tu nous racontais, Raphaël, que, tu pas fait les 3 associations, c'est-à-dire, compagne ou, épouse, plus amis, famille, mais tu as fait 2 sur 3. Tu as un de tes amis et puis, ton frère. Exactement. Ouais, c'est ça, le meilleur pote et le grand frère. Et c'est vrai que ça peut paraître risqué de premier abord. Moi, je le prends plus en mode c'est un régal, quoi. On dit souvent l'entrepreneuriat, c'est une aventure et autant qu'elle soit plaisante. Bien sûr. Et c'est exactement ce qui se passe parce que du coup, je partage des moments extraordinaires avec mon meilleur pote, des moments aussi extraordinaires avec mon grand frère. Et ce qui fait qu'au final, ça nous rapproche plus qu'autre chose. Et donc, je le prends de manière très positive et ça nous aide Ah ouais, à aller même plus loin et à mieux se connaître. tu Donc, fais c'est hyper plutôt une agréable force, au toi, dans quotidien. ton cas, hein, Raphaël, tu en fais plutôt une force qu'un un handicap ou un inconvénient? C'est la force de Loki. Tu disais justement solo fondeur, cofondeur. Mmh. Bon, de ma jeune expérience entrepreneuriale, je suis 100% cofondeur où on s'aide justement. Et c'est notre grande force, c'est ce trio qui se complète bien avec des compétences et des visions différentes. Et ce qui fait qu'on arrive à aller plus loin, à se challenger. Et c'est ça qui est hyper intéressant chez Loki, c'est justement cette vision complémentaire des trois associés qui est différente. Raphaël, c'est intéressant, de voir que tu sais, dans l'univers des startups, notamment quand tu commences à côtoyer des investisseurs, ils sont toujours un peu même souvent sévères en te disant: «Il faut une équipe, cohérente, homogène». Ils parlent souvent même des 4 piliers, hein, tu sais, il faut un pilier qui soit, finance, gestion, compta, le pilier, vente, hein, la vente, les clients, il faut des clients, le pilier vente, deuxième pilier. Troisième pilier, c'est marketing com en général, hein. Aujourd'hui, on peut pas, voilà, on peut pas trop échapper à ça. Et puis évidemment, la tech, hein, les 4 piliers. Donc toi, dans ton cas, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez 3 piliers sur 4, par exemple? Est-ce que chacun a une compétence spécifique et particulière? J'espère qu'on a les quatre. Non, mais l'association s'est fait comme ça aussi assez naturellement. Tu vois, Jérémy, du coup, Jérémy, c'est mon grand frère qui a vraiment la partie tech. C'est un génie de la tech, il faut le dire. D'accord. Benoît qui a vraiment ce pilier aussi produit, donc cette patte très design, très comment je vais Ouais. apporter de la valeur à mes utilisateurs. Et la casquette marketing, tu vois, je me souviens en école, c'était toujours lui qui faisait le buzz quand on était dans nos couloirs associatifs. D'accord. Et moi, j'ai plus cette casquette, en tout cas, je crois être un assez bon vendeur et un peu la casquette D'accord. opérationnelle, chiffre. Donc Donc toi, ça tu nous t'occupes permet d'avoir des un peut-être pilier. des sales, des clients et voilà, de l'interface relation client. Ouais, bah, c'est top, c'est top, c'est top. Et puis, ça veut dire que d'ailleurs, on a dit au début de cette interview, que tu avais 27 ans. Ce qui compte, c'est aussi, l'expérience que tu peux partager et donc l'âge. Ton grand frère, tu as dit qu'il était grand frère, donc ça veut dire qu'il est plus plus âgé que toi, et ton ami, ils sont, comment dire, plus âgés que toi tous les 2, ou vous êtes tous les 3 en train de découvrir l'entrepreneuriat en même temps, entre guillemets? On découvre tous les trois l'entrepreneuriat en même temps. Rémi, du coup, a 31 ans. On va dire D'accord. c'est le doyen C'est le de doyen. cette petite bande. Et c'est ça. Et Benoît, le même âge que moi, on s'est rencontrés D'accord. à l'école, donc 27 ans aussi. D'accord, d'accord. OK, donc voilà, donc en fait, ça veut dire que vous êtes l'exemple, un exemple, voilà, vivant et à succès, pour l'instant dans le cheminement de la société, qui est que, vous étiez pas, entrepreneur avant, et pourtant vous vous êtes lancé, voilà, vous avez eu une idée et puis vous êtes lancé, voilà, en apprenant en marchant, comme on dit. Hein, donc ça c'est On est des grands partisans tous les trois bon, je disais de l'anglicisme, mais ce que tu dire du learning by doing. Je pense ouais. que n'importe qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat et ça peut être un conseil si quelqu'un
hésite, doute parce que j'ai un travail, j'ai des enfants ou quoi que ce soit, si vous avez une idée, allez-y. Mmh. Le fait de retarder le moment, ça retardera juste le moment. Autant y aller, on se teste et on ne naît pas entrepreneur. Je pense qu'on le devient justement Yes. en faisant des choses et en apprenant, en se cassant la gueule et en remontant en scène. Tout à fait. Toi, dans ton environnement, avec ton frère, vous aviez un environnement entrepreneurial, les parents, d'autres membres de la famille ou pas du tout? Pas du tout. Ça a été même, je pense, une des premières difficultés de notre parcours, en tout cas du mien. Mes parents, pas du tout entrepreneurs, D'accord. très casquette salarié, 40 ans dans la même entreprise, du début Ouais. à la fin. Et même eux, très stressés de la Ouais, c'est ce situation que en disant, j'allais te dire OK, ça, Raphaël. Tu leur as fait et des ouais, palpitations là parce que t'as c'était, as embragué le frère, c'est donc les 2 enfants là, je sais pas si vous êtes, plusieurs, mais les 2 enfants qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ça a dû leur donner un coup de flip là. Ça a donné un vrai coup de flip. Bon, maintenant, on en parle en rigolant en repas de famille. Mais effectivement, au début, tu vois, moi, je crée le projet avec Benoît. Jérémy revient, nous joint plus tard, hein. Un Il, petit peu il plus arrive tard, 8 mois ouais, après. Il bossait le soir, en gros, un petit peu avec nous. Mais effectivement, où tu as tes parents avec qui on a fait une école de commerce, tu bien sais que ça sûr. coûte de l'argent. Et ils voient tous les copains partir en finance, en consulting, en marketing avec des jolis salaires. Et quand je leur dis, bah, écoutez, moi, je vais lancer mon projet avec Benoît, donc ça veut dire que je vais être au RSA pendant au moins X années jusqu'à que je me paye. Forcément, ils sont inquiets, mais ce Ouais, qui est normal, hein. Je ouais. pense que quand t'es parent, bah, tu veux le succès de tes enfants et t'as pas envie qu'ils soient en difficulté. Et donc au début, je pense, bon, ils me disent pas ça aujourd'hui, mais je suis quand même plutôt convaincu. Ils pensaient que c'était un jeu et que c'était un peu une crise d'adolescence à retardement, et D'accord. qu'avec Benoît, on s'amusait plus qu'autre chose. Ils pensaient pas que c'était concret. Et en fait, bah, ça a été concret. On a été pris à Station F, on a commencé à avoir des clients. Et même là, ils comprenaient pas trop. Tu vois, je me souviens une fois, on était avec Benoît chez moi et mon père nous avait montré les 10 entreprises qui payaient le mieux en France. Ça devait être en 2020. Ouais, Il était là, mais attends, en fait, nous, on est en train de lancer un projet, c'est sérieux. Et ne nous met pas aussi cette pression, on va ouais, dire, un peu émotionnelle, familiale en plus. ouais, ouais. Mais au final, tu vois, ça s'est bien passé. On a eu nos premiers clients. Jérémy nous a rejoint à plein temps et je pense que ça a vraiment matérialisé, bah, OK, Jérémy et Raphaël sont des entrepreneurs et ils se lancent dans ce projet. Et en tout cas, aujourd'hui, ils sont tous hyper heureux et l'histoire est belle. Ouais, beh, c'est alors tu me de c'est bien, tu me que tu fais tu sais, tu fais les petits cailloux comme le petit poucet dans la forêt, tu vois? Tu me mets les petits jalons, tu viens de dire, et de jeter le mot Station F. Wow! C'est intéressant parce que effectivement, j'avais pas nécessairement tilté. Ça serait intéressant que tu nous racontes, tu vois? Qu'on arrive à se projeter et se dire: «Mais finalement, mais attends, comment tu fais, entre guillemets, pour tout à coup, tu as une idée. On va parler d'ailleurs de l'idée, comment vous avez eu l'idée et comment tu te lances. Et puis après, il y a encore une étape qui est de dire waouh, ok, on va postuler parce qu'il y a cette notion-là. Non, il y a postuler à Station F, c'est ça? Il faut faire un dossier et puis présenter son dossier, j'imagine. Et il y a différentes entités dans Station F. On peut peut-être raconter ça rapidement, qui est que donc Station F, c'est le plus gros incubateur mondial, Cocorico, grâce à Xavier Niel. Et on a dedans tout un certain nombre de programmes d'accompagnement qui sont d'ailleurs financés, mis en œuvre par des marques et par différentes entités. Donc en fait, quand tu postules, tu peux postuler à un de ces programmes-là au sein de Station F. Toi, dans ton cas, vous avez, alors on reviendra sur la genèse, mais tu as postulé auquel de ces programmes-là? Alors nous, Loki, quand on s'est créé, on a postulé au programme Founders, donc programme, Founders. on va dire, D'accord. originel de Station F, D'accord. et du coup qui est intéressant. Alors je sais que, bon, à l'heure où je te parle, je sais ils sont en train de le modifier, donc ça sera plus le cas, D'accord. mais hyper intéressant pour nous. On sort d'école, on n'a rien vu de l'entreprise, on n'a jamais eu un CDI, Oui. et en fait, la promesse de Station F, c'est quand même de dire, tu l'as très bien dit, Cocorico, le plus grand incubateur du monde, ça veut dire on va mettre plein de gens au même endroit Mm. qui montent des boîtes à différents stades, mais on est tous quand même early stage, et Oui. ça nous permet de rencontrer des gens, de partager des pratiques et de dire, bah, toi, tu as déjà recruté quelqu'un, bah, tu vas m'expliquer comment tu fais, toi, tu as déjà implémenté un CRM, toi, tu as déjà vendu. Bref, donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Donc, nous, on a postulé à ce programme Station F, on est resté dedans pendant 2 ans. Et D'accord. après, bah, ça fait bien la transition aussi.
On est resté 2 ans dans ce programme-là et ensuite on a changé de programme parce que tu as raison, à Station F, il y a des marques qui ont des programmes Oui, dans les bâtiments de Station F. Et donc, du coup, on a rejoint le programme qui s'appelle le Move Lab, qui est un d'accord. programme qui est Ouais, financé par Via ID, le fonds d'investissement. Et donc, c'est un programme autour de la mobilité. Et il y avait mobilité, une ouais. partie Ouais, retail. Voilà. Et ce qui va très bien, nous, avec Loki, parce qu'on a une forte partie de notre activité qui est sur de la location de mobilité douce, d'accord. comme le vélo, et une partie sur la location retail, avec des grands comptes comme Decat ou Boulanger. Donc, ça mixait Ouais, bien ouais. les deux ensemble. Donc voilà, donc toute l'histoire de Loki, on a fait voilà 2 ans à Station F, on a continué au Move Lab, et là tu vois D'accord, j'ai emménagé dans mes nouveaux je locaux pensais pas qu'on pouvait cette semaine. rester, 2 ans. C'était quelque chose que tu renouvelais? C'était, en fait, quand, le programme en question, quand tu le rejoins, c'est, tu restes le temps que tu grandisses, grossisses ou, tu as un agenda à tenir, qui est que tu peux pas rester plus de tant de temps et cetera? Ça fonctionne comment? C'est ça, tu peux pas rester plus de 2 ans. Ah ouais, c'est ça, c'est 2 ans. Euh, D'accord, OK. tu peux pas rester plus de 2 ans dans le programme Founders. Alors ça c'était à mon époque. Je sais qu'aujourd'hui ça a changé. J'ai pas envie de te dire de bêtises. D'accord. Non, non, Donc mais tu peux pas rester pas de souci. plus de 2 ans dans ce programme. Mais par contre après tu peux aller dans d'autres programmes. Et chaque programme a sa Ouais, politique. Tu vois, nous au Move Lab on pouvait rester 6 mois et on a pu renouveler de 6 mois parce qu'on s'entendait bien et il y avait des bonnes synergies avec les partenaires du Move Lab. Et là on est, tu vois là j'ai quitté Station F la semaine dernière. Donc ça y est, d'accord. l'année 2023 commence avec des nouveaux locaux. Yes et ça il y a un truc que tu as dit qui fait partie un petit peu de la légende, en tout cas moi qui suis un vieux entrepreneur, que je voudrais que tu me racontes. Tu as dit: «Ouais, il y a plein de monde qui sont réunis, au même endroit», et moi tu me dis si je me trompe, hein, mais souvent j'ai l'impression quand je croise des start-upers ou des gens plus jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qu'ils manquent de focus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, ils passent leur vie, hein, excuse-moi, mais à faire des concours de pitch, à aller chercher, je sais pas, des aides, des subventions, et cetera. Alors que souvent on leur dit: «Attendez, allez chercher des clients, c'est mieux, hein, ça peut être utile» et moi j'ai cette espèce de légende, ou sentiment qu'en gros, ça il y a énormément d'émulation, mais pour le coup, est-ce que tu te perds pas un peu en vol là? Est-ce que tu t'éparpilles pas, en étant, tu vois ce que je veux dire? En étant à Station F et en faisant 5 mètres, à chaque fois que tu fais un pas, tu rencontres quelqu'un, et ça part en discussion, et cetera. Est-ce que tu as réussi? Bah, a priori oui, mais est-ce que vous avez réussi à, voilà, à vous canaliser, à être focus, à bosser comme il faut? Ou cette émulation, c'est vraiment chouette, ça crée vraiment des apprentissages croisés et puis tu y trouves ton compte a priori? Je suis très content que tu dises ça. Je partage complètement ta vision, où effectivement, tu as plein de jeunes entrepreneurs qui vont se lancer et qui pensent que se lancer, c'est faire le buzz sur LinkedIn, avoir 200 likes, avoir gagné un concours et Ouais. avoir fait la couverture de challenge. Et après, effectivement, et ça, c'est hyper intéressant et c'est de la vanity metrics et c'est toujours cool. Et Il il en faut avoir faut des moments, d'ailleurs, je pense, comme ça c'est en tant utile. qu'entrepreneur. Mmh. Oui, c'est utile et bon, ça te fait un peu rayonner et même, bah, je pense que c'est un des trucs d'ego, mais ça fait quand même toujours plaisir. Et effectivement, bah, je pense que chaque entrepreneur fait des choix et soit tu te dis, bah oui, en fait, c'est en faisant des concours, je vais avoir une subvention de Oui, ci, de ça, que mon entreprise va marcher. Ça existe à Station F. oui. Et tu peux tomber là-dedans parce que tu as plein de conférences, tu as plein de trucs, tu as TED, toute la French Tech qui est aussi là, donc qui te propose beaucoup de choses. Et bah, après, c'est tout l'enjeu, c'est de dire, bah, tu as très bien parlé de focus C'est en ça. disant, bah, ok, moi j'ai un but. C'est quoi mon but? Est-ce que je préfère faire la couverture de challenge, mais en fait, je fais du B2B ou je sais pas, je fais un article dans le Figaro, mais je fais du B2B, donc personne va le lire à part des personnes qui ne sont pas Bien mes sûr, clients. bien sûr. Donc en fait, moi, ce que je cherche, c'est avoir des clients, c'est vendre mon produit. Donc il faut vraiment encore plus au début. Il y a un objectif, c'est construire un produit, le montrer, le vendre. Et si on n'arrive pas à le vendre, bah, il faut le reconstruire, il faut réitérer. Et c'est Ouais, hyper important. Et du coup, Station F, tu as raison, permet ça, te permet de rencontrer plein de gens. C'est ouais. pas autant l'émulation qu'on peut peut-être avoir de Rêver ou l'imaginaire. Moi, tu imaginer. vois, On se fait peut-être ouais, tout un voilà ça. truc autour de ça peut-être. Ouais. Moi, je pensais le premier, je suis arrivé, je sortais d'école, waouh, on arrive à Station F, mais incroyable. Mais t'imagines, c'était une victoire pour nous, on était trop contents. Ouais, c'est un boost. Et
c'est un boost, c'est un beau tampon, c'est une belle carte de visite. En fait, c'est comme partout. Soit tu décides de te créer le réseau, de rencontrer les gens, d'envoyer des mails et de prendre des cafés avec les personnes que tu veux rencontrer. Ouais. Après, je pense qu'il y a des personnes à Station F, elles sont sur leur table, il n'y a pas trop de bruit, et en fait, tu ne rencontres pas grand monde. C'est toujours pareil. C'est toi, tu décides de ce que Ouais. tu veux faire dans l'environnement où tu es, et est-ce que tu as envie d'activer des choses ou pas. Et pareil, bah après, tu peux activer beaucoup de choses, mais attention à pas trop en activer parce que tu peux vite te perdre. Ah, c'est ça. Et dans la création d'entreprise, ce qui est assez difficile, donc faut pas trop en faire non plus dans tous les sens. Alors, on va revenir, on a dit qu'on reparlait de la genèse parce que moi ça m'intéresse. Quand tu vois, quand tu es jeune entrepreneur, je regarde un peu ton parcours. En gros, en sortant d'école, école de commerce, c'était école de commerce ou oui, oui, tu as fait un master entrepreneuriat, ouais, donc derrière tu vas faire quoi? Tu vas faire des stages? Tu vas commencer à bosser? Tu as avant de te lancer dans l'idée, tu bosses quand même un peu, entre guillemets dans la vraie vie, dans une société en tant que J'entends. stagiaire ou salarié ou quelque chose ou pas du tout? Non? Il y a pas eu de passage salarié. Ah oui, non, Donc ma première expérience professionnelle, c'est Loki. Alors, d'accord, il y a quand même eu des stages tu sais, en école de commerce, tu as des stages de césure. ouais, Moi, j'ai fait des stages chez Accenture en consulting et chez Jellyfish en bras droit CEO, justement, qui m'a peut-être donné un peu d'accord, aussi cette vocation oui. et ce côté hyper excitant d'entrepreneuriat. Ah ça y est, c'est là où tu as chopé le virus. J'ai chopé le virus ici, j'ai aussi chopé en école, je pense. C'est assez anecdotique, mais j'étais président d'Asso et je trouve ça, t'as quand même ce côté, t'as 21 ans, 22 ans, t'as un projet avec 40 personnes, bon, t'as pas beaucoup d'argent, Ouais. etc. en Bienvenue jeu. bienvenue au club. Moi C'est aussi j'ai ça. fait ça, j'ai Et c'est trop cool. les juniors entreprises, Mais ouais, c'est président trop bien. d'association, tout ça, c'est voilà, ça démarre là, ouais. Et je pense que ça te donne une petite graine de «Ah, c'est quand même cool». Et en vrai, non, Ouais, c'est toujours des belles expériences. Et du coup, ouais, la jeunesse de Loki, elle se fait pendant que je suis en école, justement, avec Benoît, mon associé. J'aime bien la d'accord. jeunesse de Loki parce elle est peut-être assez enfantine, mais en fait, elle est très concrète. Ouais, On n'est pas en mode parti, il y a un problème de fond, etc. C'était d'accord. mon voisin est loueur de vélo. Et mon voisin vient dans mon OK. salon, j'étais avec Benoît. C'est un peu ma maison, c'est un peu la maison du bonheur, tout le monde passe dans ma maison. Et il nous dit: «Ah les gars, je fais de la location de vélo», donc c'est un professionnel. Et en fait, je travaille sur Excel, j'ai un papier, j'ai un logiciel de caisse, j'ai mon site pour faire de la réservation en ligne. Et en fait, ça me saoule, vous avez pas un outil assez simple qui me permet de concentrer toute mon activité au Ouais. même endroit pour gagner du temps, globalement. Et en fait, avec Benoît, on cherche, on trouve pas grand-chose en France à part des logiciels qui sont très bien, mais un peu vieillissants. Et en fait, on commence là-dessus. Et ce qui est D'accord. trop bien, c'est que petit à petit, on tire le fil. Donc, on se rend compte qu'il y a tout un enjeu dans la location d'équipements sportifs, qu'effectivement, les loueurs sont pas très bien équipés. Mais en fait, cet enjeu, il est le même dans la location événementielle, la location de bricolage, de jardinage. Ouais. T'apprends que une perceuse, la durée de vie moyenne d'une perceuse, c'est 12 minutes dans toute sa vie. En fait, on pourrait peut-être plus la louer. Et en gros, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en tirant le fil, tu dis, j'ai un problème très concret. Et ensuite, il y a tout un enjeu aujourd'hui sociétal, d'économie circulaire, et on s'inscrit là-dedans. Et c'est comme ça que Loki, on fait notre chemin et qu'on crée cette histoire. OK. Et c'est alors ton voisin, pour le coup, il est devenu actionnaire? Non, même pas? Mon voisin, Doumé, il s'appelle, c'est un Corse. Doumé n'est pas devenu actionnaire. Doumé, ce qui est marrant avec Doumé, c'est qu'il a été le premier à donner l'idée. Il n'a pas été le premier à nous payer en tant que client. Il a mis 1 an, je crois, le temps qu'on fasse D'accord. nos bases et tout. Mais non, mais trop cool. Il nous a vachement aidé. On dit souvent au début, il faut des bêta-testeurs. Dominique en a fait partie, et justement de nous dire c'est quoi les vrais besoins qu'il a, lui, en tant que loueur, en tant que professionnel. Et ça a été hyper utile pour la suite. Et même, on continuera à le voir, à lui présenter des choses, et il nous fait ses retours. Ah ouais, ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est vraiment rigolo ce que tu racontes parce que c'est comme ça une rencontre, effectivement, hop, discussion ouverte à brûle-pourpoint, tu as le voisin qui débarque: «Tiens, j'ai un souci, vous êtes des entre guillemets, vous êtes des petits jeunes là dans vous allez bien me trouver un truc?» C'est rigolo. C'est exactement ça. D'accord. Ça Et s'est en passé fait, c'est marrant exactement comme parce ça. que
quand ce voisin t'a mis, comme ça le doigt sur, finalement, une problématique, hein, c'est pas un problème, mais c'est une problématique. Toi derrière, c'est là où vous avez commencé à cogiter: «Mais ouais, mais bien sûr, mais tiens effectivement, il y a rien qui existe» et cetera et là ça a commencé à turlupiner dans votre tête en fait, c'est ça? Ça a commencé à pas mal turlupiner dans notre tête et justement, on a fait un master entrepreneur avec Benoît, quand on était en dernière D'accord, école, ouais. d'école et en fait, on avait la possibilité dans ce master d'avoir une mission à côté en disant tu avais, je sais plus 2-3 heures par semaine où tu pouvais Ah! travailler sur un projet, D'accord, perso. Et donc du coup, OK. c'est là-dessus qu'on travaille sur Loki et effectivement, bah, on aime bien résoudre des problèmes globalement. Je pense que c'est peut-être ça aussi, une de nos forces à tous les 2. On aime bien résoudre des problèmes et en fait, ce qu'on a fait Yes. pendant bon, on était à l'école, mais pendant 1 an, en gros, on appelait plein de loueurs. Tu vois, moi, j'appelais des loueurs, dans n'importe quel secteur et leur demandais juste comment ils fonctionnaient, où est-ce qu'ils perdaient du temps, où Ouais, est-ce qu'ils aimeraient être accompagnés et sans rien vendre, de manière très, bah, on pose des questions ouvertes et on apprend le oui, quotidien des gens. Et du coup, je faisais tous mes retours à Benoît qui, lui, petit à petit, bah, dessinait une solution d'un point de vue produit, des maquettes. Et une fois qu'on s'est senti prêt, on a dit bon bah ok, là on pense qu'on a une bonne première version. Bah en fait, si tu veux, je prenais la voiture et j'allais rencontrer des loueurs autour de Grenoble pour leur d'accord, présenter ce qu'on faisait chez Loki, est-ce que ça les intéressait. Et ça, c'était hyper drôle. Ça, d'accord. c'était, bah, c'est un peu ce qu'on disait au début. Ouais, Là, ce qui était marrant, c'était, bah, on n'était pas en train de chercher des choses compliquées, faire ouais, des articles de ouais, presse ou lever des fonds même. C'était, bah, viens, on essaie de ouais, répondre concret. à une problématique qu'on a rencontrée. Et ce qui était très drôle, c'est que tu vois, moi, j'étais là en voiture, hyper jeune. J'étais avec ma petite chemise, j'arrivais devant des loueurs et je leur vendais. En fait, l'idée qu'on avait depuis le début, c'est de dire, viens, on essaye de vendre ce truc. Il n'existait pas, mais on essaye de le vendre. Et si quelqu'un dit, je suis prêt à payer et c'est pas un de tes amis, ça veut dire qu'il y a c'est concret, tu Ouais, vois. Et on s'est dit, ouais, c'est concret. à partir du moment où il y a 10 entreprises qui nous disent, je suis prêt à payer pour ça, et tu vois, même, Ouais. je faisais signer un contrat nul d'une page Une sur sorte de Word. une sorte, de Ouais, lettre d'engagement, quoi. ouais, voilà. Si jamais vous sortez le produit, oui, je deviendrai client, quoi. Ouais, bon, on était même plus filou que ça parce que je faisais semblant que le produit existait. Tu sais, c'était des maquettes automatisées et je disais, ah bah voilà, regardez, je clique là, Ouais. je clique là, je clique là. Et du coup, là, au bout d'un moment, il y a 10 joueurs qui ont dit, ah, mais c'est super, trop cool, bah vas-y, mets-moi la solution live. Et donc là, c'est là que du coup, on a eu, Ouais. bah oui, bah non, il faut développer la solution. Et Jérémy est rentré à ce moment-là dans l'histoire de, bon, bah, on a une idée, il nous faut un développeur Ah parce que pour lui, il coder. était codeur. Il était codeur développeur lui, ton grand frère là? C'est ça. Donc c'est à ce moment-là qu'il a codé la plateforme Ouais. justement et qu'on a pu bah, lancer avec ces 10 premières personnes qui nous avaient dit bah, c'est intéressant ce que vous faites, on aime bien l'idée, allons plus loin et qui étaient prêts à payer en plus. Donc on a réussi à, c'est pas Et beaucoup, tu vois, alors, on a gagné 400 € par mois, hem mais c'était déjà ça quoi. ouais, Raphaël, tu vas, on a plein de sujets à aborder parce que, là, tu viens d'évoquer un truc, qui est aussi souvent très compliqué pour les entrepreneurs, c'est comment on fixe le prix, tu vois? Comment on fixe le prix d'un produit. Ça, c'est compliqué, quoi. Est-ce que ça vaut 2 € ou 200 ou 50, quoi? Donc, on va parler de ça. Mais je voulais revenir sur un truc qui est, je suis surpris, mais tant mieux. Moi, je me disais bêtement que tu vois un commerce, là tu allais voir des loueurs d'équipements, des loueurs de vélos, des loueurs Ouais, de c'est gens ça. comme ça. Et donc moi je me dis c'est un commerce. Dans tout commerce les mecs ils doivent avoir ce qu'on appelle un logiciel de caisse. Enfin tu Ouais, vois ils ont un logiciel de caisse etc. Et en fait c'est ce qui me surprend c'est que tu tombes sur finalement une profession bah, qui est pas organisée où il n'y a pas de logiciel entre guillemets standard qui répond à leurs besoins. Les mecs ils ont juste un truc pour éventuellement facturer la caisse, payer, recevoir des paiements en CB, etc. Mais là, toi, tu parles d'un logiciel de gestion du métier de la location, quoi. Alors, si on prend les vélos, c'est ton vélo, tu le prends de telle date à telle date, il y a la caution, il y a je sais pas quoi. On parle de ça là. On parle de le fait que les gars, en gros, ils géraient un truc avec un bout de ficelle, un morceau de bois, quoi. on Ils parle de avaient la ça. caisse enregistreuse et c'est tout, quoi. En gros, Ils ont, c'est ça. alors ils ont des gros outils. Alors c'est quand même des gros magasins. Tu imagines un gros magasin de vélo, je sais pas si tu fais du vélo, mais bon, un culture vélo par exemple, qui est un gros magasin. Ouais, ouais, ouais. Ils ont des solutions, ils ont des gros logiciels de caisse, des solutions d'atelier. Et c'est vrai que sur la Oui, location, tu l'as très bien dit, il y a plein d'enjeux administratifs, de caution, de paiement, d'assurance, etc. Et tu as aussi le premier enjeu qui est de gestion de stock. Est-ce que ces logiciels ne font très bien de la gestion de stock de vente? Mais en fait, le fait de rendre un équipement disponible, indisponible, ouais, réalloué, etc., il le faisait beaucoup moins bien. d'accord. Et donc, en fait, tous ces loueurs là avaient leur logiciel de caisse, et c'est encore le cas aujourd'hui, et à côté, un Excel ou un D'accord. papier
Ce qui est bien, on a tous des Excel, mais une fois que tu commences vraiment à aller plus loin et qu'ils commencent à Ouais, faire du chiffre sur leur ouais. activité, ça veut dire erreur. Ça veut dire, toi, Patrick, tu vas arriver avec tes enfants en vacances. En fait, ton vélo, il a déjà été loué parce que le mec s'est trompé. Et c'est normal, il a plein de choses à faire. Donc, Ouais, justement, ouais, c'est ouais. ce problème qu'on a commencé à attaquer de aujourd'hui, vous gérez votre activité sur un outil de caisse. Par contre, la location, vous l'avez sorti. Il y a D'accord. plein d'erreurs qui sont possibles, il y a des doublons. Donc, nous, on va venir vous plugger tout ça et concentrer l'activité de location dans un même outil. Et après, on est allé plus loin avec de Ouais. la réservation en ligne, etc., pour leur apporter du business et un petit peu, tu vois, comme tu peux réserver un resto en ligne, ton médecin en ligne, aussi, évidemment, ta location Yes. de ski, de vélo ou de kayak en ligne aussi. Ouais, ouais. Alors, tu as dit, vous avez fait des maquettes, hein, on appelle ça des mock-up, donc des maquettes, graphiques, j'imagine, un minimum, qui étaient, en fait, cliquables, mais pas reliées pour de vrai à de l'informatique et à voilà. Mais ça, tu as fait ces maquettes-là sur la base d'interviews, tu as été voir ces loueurs, tu es resté à observer comment ils bossaient ou c'est vous, entre guillemets, dans votre coin, vous avez imaginé un truc et vous leur avez montré comment tu as émulé avec eux pour trouver un petit peu la conception produit? Ouais, c'est ce que je te disais un petit peu, c'est le fonctionnement, c'était moi, j'allais voir les loueurs, D'accord, je passais des entretiens téléphoniques, on parlait, on prenait les problèmes. Benoît m'aidait là-dedans et en fait, du coup, lui, d'accord. Benoît prenait tous les retours, un petit peu, OK, on avait des Ouais, interviews, ouais. users comme on appelle et donc lui, il disait: «Comment je vais le retranscrire d'un point de vue maquette?» Ah oui. Et une fois qu'il avait fait ces maquettes-là, on les montrait à par exemple, tu vois, mon voisin, à Dominique, à d'autres loueurs avec qui on avait un petit peu parlé. Une fois qu'il nous a dit, en vrai, ça commence à être pas trop mal, on s'est dit, bon, là, on a une première version de maquette qui est cool. Viens, on va la vendre à au moins 10 personnes. Et donc, ça a commencé comme ça, justement, tu vois, c'est un peu ce que tu disais, les 4 piliers, quoi. C'est-à-dire, moi, j'avais un peu ce pilier vente et Benoît, ce pilier très produit, marketing, de comment je Ouais, ouais, brande ouais. et comment je design la partie là. Et on fonctionnait en ping-pong tous les deux sur, attends, mais il m'a dit ça, faudrait peut-être améliorer ici. Lui, il y a un impossible. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et alors, Raphaël, en fait, comme tu fais ça, si je ne m'abuse, si j'ai tout compris, comme tu fais ça dans une sorte de c'est mémoire de fin d'études un peu ou pas du ou ouais, c'est ça, c'est projet, fin d'études? Donc en Ouais. fait, là, tu pas dans l'esprit, tu pas pollué par, je dois trouver un nom, un logo, monter une boîte, immatriculer une société et cetera. Là, finalement, d'une certaine manière, tu me dis si je me trompe, mais ça a été, super, je dirais, bien que ça se fasse dans le cadre d'un projet d'études parce que tu as pas été pollué, et tu as pas fait les erreurs qu'on fait souvent en débutant, tu sais? Où en fait, on a tendance à déjà à flipper un peu par rapport à l'administratif, hein, parce que créer une boîte, capital nominal, je dépose au greffe et cetera. Donc il y a tout cet administratif de création de société, qui coûte de l'argent et puis, voilà et puis souvent qu'on sait pas trop comment faire. Toi, finalement, comme ça se faisait dans le cadre du projet d'école là, bah, finalement vous avez été concentré non pas sur le côté société, mais sur le côté produit quoi. Donc ça c'est plutôt un avantage a priori. Ça, c'est un avantage et ça, tu as raison, il faut le dire à tous. Concentrez-vous à vendre et à faire un produit avant de vous enquiquiner avec tout ce qui est formalité Ouais, administrative. Foncièrement, il n'y a pas besoin d'avoir de nom de société avant d'avoir les premières factures et on peut même un peu s'en sortir. C'est sûr, ça nous a permis de vraiment nous concentrer et je crois qu'on a lancé les démarches un peu administratives, tu vois, parce que c'était l'incubateur de notre école qui nous avait aussi dit de le faire, que c'était important. On l'a peut-être même fait trop mmh, tôt. Je crois que tu vois, on a eu notre premier client en juin. On a sorti tout ça en mars, avril. Mais justement, tous ces trucs de INPI, de déposer le nom, le greffe avec des c'est avocats, ça, c'est ça. pack d'associés où en fait, au début, tu t'en fous, quoi. Toi, tout ce que tu veux, c'est te marrer et, et essayer de trouver Ouais, des utilisateurs de ta solution. Mais donc ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le sujet du focus. Et même aujourd'hui, l'entreprise grandit, mais c'est toujours, c'est quoi notre focus du moment? Quand on crée sa boîte, son focus, c'est je veux tester un marché, je teste une idée, je veux voir si mon produit répond à un besoin qui est réel. Et en fait, si ça marche pas, je reviens à notre produit, une autre version, ouais, ouais. plutôt que justement, c'est ce que tu dis, ça revient un peu tout ce truc de pollution qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, administratif, tout ce qui va être concours, etc., aide de l'État qu'on peut aussi aller chercher. Bref, plein de choses. Bien sûr. Et en fait, non, concentrons-nous sur ce pourquoi on a créé l'entreprise. C'est ça notre activité première. Et le reste, c'est du bonus et on ira le chercher plus tard.
En plus, Raphaël, limite, c'est presque bien parce que t'as pas le temps de flipper. Comme tu es concentré sur un produit, sur faire de la conception d'un truc et voilà, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer tes clients, tes futurs clients et on dira jamais assez. Sortez, allez à la rencontre des clients, posez des questions. Les meilleurs vendeurs du monde, c'est ceux qui posent des questions. Il faut poser des questions, il faut comprendre l'écosystème et les problématiques de vos interlocuteurs. Et donc, c'est vrai que en étant focus et enthousiaste, j'imagine, parce que tu es en train de créer, tu es en train de faire quelque chose, et ben tu te retrouves pas à flipper et voilà, et à être entre guillemets peut-être un peu en stress par rapport au côté un peu plus lourd intellectuellement parlant et psychologiquement parlant de waouh, je vais créer une boîte, je vais monter une boîte. Et d'ailleurs, tu te rends même pas compte à ce moment-là que bah, une boîte, il y a la partie charge, il y a tout un tas de trucs qui est pas glamour du tout et qui peut te couper, tu vois, te couper les pattes. C'est que si tu commences à regarder ce côté-là, tu dis bon, ouais, quand même, je vais peut-être pas y aller. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et non, mais un truc que tu as très bien dit. Je pense, en fait, au début, il faut sortir. Tu as raison de le dire, il faut sortir. Et en fait, je pense que le meilleur outil quand tu lances ta boîte, on a plein d'outils à disposition, mais en fait, c'est un téléphone. C'est-à-dire, si demain, tu, tu, Ouais, tu veux lancer une boîte, bon, là, je prends ma casquette peut-être plus commerciale, mais en tant que fondateur, tu as peur de téléphoner à des gens, ça va être compliqué, tu vois. Et il faut ça va être pas compliqué, ouais. trop se Ouais. torturer le cerveau de ouais, je vais faire une campagne email qui va faire ça, qui va revenir et tout. Pour moi, si tu veux te lancer en B2B, bah, tu appelles des gens. Si tu veux te lancer en Mm. B2C, tu fais un peu de pub sur Facebook, Instagram, TikTok. Tu vois si ça prend un peu et tu te lances. Et du coup, c'est ça, c'est toujours revenir à l'essentiel. Et oui, Ouais. et après, il y a le reste qui va arriver plus tard. Mais commençons par l'essentiel. Oui, tu as un peu raison d'ailleurs de dire que parfois, tu sais, c'est même un petit peu on se cache un peu Ouais, derrière les outils, tu vois ce que je veux dire? On va se dire: «Ouais, ah non, en fait, il y a pas besoin d'appeler ou il y a pas besoin d'aller rencontrer et cetera. Comme tu dis, je vais faire du lead automation ou un truc comme ça», tu vois? Tous ces outils digitaux d'ailleurs qui ont émergé depuis quelque temps. Mais c'est vrai que c'est autant d'excuses, autant de de choses qui te permettent pas de te dire: «Tiens, mais je vais aller, me confronter au terrain et à la réalité». De toute façon, souvent, les conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs, c'est de dire qu'il faut que vous soyez tout simplement convaincus de ce que de la valeur que vous apportez à vos interlocuteurs. C'est-à-dire que, effectivement, moi, j'ai parfois des juniors en commerce, en vente, qui me disent: «Ah ouais, mais non, mais en fait, c'est compliqué parce qu'on dérange, parce que bidule». Mais non, mais c'est pas une question que tu déranges, en fait. C'est que tu apportes quelque chose qui a de la valeur. Donc, te pose pas la question de est-ce que je dérange, est-ce que bidule, comment il va me recevoir, etc. Bah non, de toute façon, des portes, tu vas en prendre plein, mais il faut que ça glisse, quoi. Il faut que ça glisse sur toi. Il faut pas du tout prendre les choses pour toi, en fait. Mais quand tu es convaincu de ce que tu peux apporter comme valeur, il n'y a même pas à se poser de questions. Il faut juste y aller, il faut juste aller le faire. Et comme tu dis, se confronter au truc. Toi, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas eu peur, tu vois, et tu t'es jeté à l'eau tout de suite, quoi. Donc ça, c'est top. En plus, Raphaël, j'imagine que, quand tu as tes premiers succès, parce que tu as des gens qui te disent: «Ah bah ouais, bah tiens, oui, ça m'intéresse» et cetera. J'imagine qu'en plus tu vois, ça doit te motiver encore plus, quoi, ah quand tu bah, as vu complètement. ça. Bah, quand je suis revenu avec justement ce faux bout de papier là, avec ma première signature, oui, c'était la fête. C'était incroyable. Mais puisque justement, tu sais ce que tu dis, tu dois être convaincu, tu dois être convaincant aussi quand même de ce que tu vends. Bien sûr. Il y a ce côté qui existe toujours un petit peu qu'on parle souvent fake it until you make it, mais qui est un peu stressant. Tu dis bah moi je vais voir des gens, j'ai Ouais, pas un ouais. vrai produit, je m'engage sur des choses, etc. Mais justement comme tu es convaincu, mais en fait tu ne mens pas parce que tu sais que tu vas le faire derrière. Donc, t'es pas un roublard. Tu sais, ben, je vous montre quelque chose. Évidemment, tu le vends un peu plus, tu vends une vision globale. Et après, tu vas retravailler derrière et tu vas arriver avec ta vraie solution. Mais effectivement, ça te crée des moments. Ta première vente, elle est incroyable. Ta première recrue, elle est incroyable. Ta première levée de fonds, c'est incroyable. Mais ça te crée plein de moments incroyables quand tu te lances dans, Ouais. dans cette aventure. Et oui, je suis avec toi tu ne déranges pas parce que tu apportes une solution et tout ton objectif, c'est de poser des questions parce qu'en fait, c'est la clé C'est la c'est clé. la clé de n'importe. Ouais, En c'est fait, la la clé. clé de n'importe quel problème, c'est de poser des questions, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou je pense même dans la vie de tous les Ouais. jours, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et puis c'est important, Raphaël, tu me fais penser à un autre truc, une autre erreur qu'on voit souvent passer, mine de rien quand même, tu sais, de concevoir un produit tout seul dans ton coin et en fait, tu sais pas.
Tu sais pas si ce que les gens ont besoin, mais tu es là dans ton délire, tu fais des mock-ups, tu fais des maquettes, tu fais de la conception produit qui n'a pas été confronté en fait, qui n'est pas issu de besoins qui ont été exprimés Mmh. et donc ça, tu peux passer des mois, hein, parfois, hein, à voire même, coder. C'est-à-dire, tu as des idées, tu les conceptualises, tu les codes. C'est-à-dire tu codes quelque chose et et seulement à ce moment-là, tu vas voir tes interlocuteurs. Mais là, c'est des là, tu as tout faux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, dans ton cas, vous avez été tout de suite, suite à la visite du voisin, derrière, vous avez été chercher, entre guillemets, les besoins, les réponses qu'ils avaient, et tu as pu observer sur le terrain les problématiques qu'ils avaient. Et donc, vous n'êtes pas lancé, a priori, à concevoir sur une feuille blanche un truc qu'ils n'avaient pas nécessairement exprimé, quoi. Alors après, j'imagine que vous avez apporté des features ou des fonctionnalités, voilà. Mais c'est vrai que c'est important, ça, de pas se paumer. Et tout comme il faut aller à la rencontre de ses clients, il faut, à l'inverse, ne surtout pas faire dans son coin tout seul, ne pas en parler parce que tu sais, c'est secret, c'est confidentiel, on va me piquer l'idée. Alors ça, c'est pareil, ça me fait toujours marrer ce genre de truc. Non, il faut clairement aller confronter sa réalisation, sa création à la vraie vie, quoi. Bah, écoute, depuis le début, je suis toujours d'accord avec toi. Mais non, mais je pense que tu as dit trois choses qui sont hyper intéressantes. Évidemment, confronter la réalité du terrain, c'est le plus important. Pas avoir peur de prendre son téléphone, de parler, de montrer. Ne pas rester chez soi à faire quelque chose parce qu'en fait, peut-être que vous êtes deux, trois, vous avez une idée qui vous semble extraordinaire, mais en fait, si personne l'a vu et personne vous a dit que c'était bien ou pas, bah, vous perdez du temps. Et encore plus, on Ouais. commence à coder, à lancer des développements. Et troisième chose, quelque chose que tu as raison, je suis entièrement d'accord avec toi aussi, parlez-en, mais parlez-en à tout le monde. Il y a souvent ce truc, tu as raison, et même nous, je me souviens, on avait des projets qui se créaient autour de nous, disent non, mais j'ai pas trop envie d'en parler, c'est un peu secret. Et de dire, mais même moi, tu vois, aujourd'hui, genre, même Loki, etc., genre, tout le monde pourrait répliquer Loki et tout le monde a déjà eu l'idée de Loki. On n'est pas en train de réinventer la roue. On reprend quelque chose et on le fait un peu mieux. Demain, Ouais. si je sais pas, quelqu'un qui a une idée, Apple est pas au courant du gars qui habite à Grenoble, je sais pas quoi, voilà, on s'en fout. Et le fait d'en parler C'est clair. avec des amis, avec sa famille, avec son chien, avec son chat, ça permet de d'itérer en fait et d'être meilleur. Donc Ouais. c'est hyper important. Raphaël, tu viens de t'engager sur une voie qui est du petit lait pour moi, parce que c'est la notion d'exécution. Ok. Ce qui compte, c'est l'exécution. C'est-à-dire que, hein, moi je dis toujours, l'idée vaut que dalle. L'idée vaut zéro, rien du tout. À chaque fois, je rencontre pas mal de gens où je leur explique que depuis des années, des dizaines d'années, dans la Silicon Valley, les grosses, startups, enfin c'est même plus des startups, mais les grosses sociétés qu'on connaît, hein, les Google et compagnie, ils ont dans les contrats de travail, d'accord? C'est carrément dans le règlement intérieur de la boîte. Ils ont, des notions qui, obligent, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas qui encouragent leurs salariés à passer X de leur temps à travailler à des projets perso. Donc, quand tu sais ça, quand tu sais l'écosystème qui est là-bas, d'éducation, de formation, d'entrepreneuriat et tu vois, de puissance financière et technologique qu'ils ont, tu peux quand même te dire que les dizaines de milliers de salariés de Google, Apple et compagnie qui ont X parfois jusqu'à 20% de leur temps qui peut être consacré à des projets perso, je peux te dire il est fort peu probable que tu aies l'idée du siècle, que tu aies une idée que personne n'a jamais eue avant. Et le pire, c'est que ils sont payés pour y penser. Ils sont payés pour y travailler, quoi. Ils sont payés 20% de leur temps, jusqu'à 20% de leur temps. C'était même monté à 25% à un moment donné chez un Google, pour que les hommes et les femmes puissent travailler sur leur projet perso. Donc, franchement, une fois que tu sais ça, il faut que tu arrêtes avec ah, mais non, on va signer un NDA, un Non-Disclosure Agreement. Ah non, mais c'est une blague. Il faut arrêter avec ça, quoi. Les accords de confidentialité, mais arrête. Les brevets, les bidules et tout, mais arrête, quoi. Tu fais, t'exécutes, il faut aller vite. Il faut aller plus vite que les autres, mais c'est l'exécution, la vitesse d'exécution qui compte. C'est pas, c'est pas tu vois, les accords de confidentialité ou le secret, quoi. Le fait de le garder secret. Non. Non, mais tu as Tu as entièrement raison. raison. Non, mais bah oui, bah, tu as entièrement raison. C'est l'exécution et tu l'as dit, la rapidité d'exécution. Tu vas aller plus vite que les autres. Et en fait, on est dans un monde qui bouge tellement, aussi d'un point de vue technologique, de l'avancée technologique que tu prends, en fait, elle peut te rattraper hyper rapidement l'année d'après. Donc, c'est justement comment Ouais. tu vas vite, comment tu as plus de clients et comment tu sécurises ton marché avant tout le monde.
bien sûr. Alors, on va rentrer dans des choses hyper pragmatiques, Raphaël, parce que l'histoire là, moi, elle me passionne parce qu'on voit ton parcours. Mais souvent, tu sais, on parle souvent des choses quand on est arrivé au bout du chemin. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ça y est, hop, on a grandi, on a grossi, on a levé des fonds, on a X salariés et cetera. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en gros les passages là, des petites choses toutes bêtes. Je vais te poser ma question, c'est là, vous avez ce voisin, hop, qui passe, vous vous lancez sur le truc, vous le mettez, vous l'incubez, on va dire ça comme ça, dans le cadre du mémoire là, Ouais. du projet de fin d'études. Mais maintenant, concrètement, ok, ça y est, les études, ça passe, tu obtiens ton diplôme. Donc tu fais la grosse fiesta, genre j'ai mon diplôme, et donc là concrètement il se passe quoi? Parce que tu dis je vais voir Frangin, j'appelle le grand frère, je lui dis ok vas-y il faut que tu codes ça, mais le grand frère il t'a pas attendu, le grand frère il devait avoir un boulot, il devait bosser quelque part. Comment concrètement vous, vous passez à l'étape? Tu vois ce que je veux dire? Là, tes parents, ils ont dû flipper là. Ouais, il y a en plus plein de choses. En gros, si je te refais l'histoire rapidement, effectivement, on rencontre ses premiers loueurs à notre fin d'études globalement. On demande à Jérémy de travailler le soir, parce qu'effectivement, il travaille la journée, donc il Ah travaille oui, le soir et le week-end. Donc ce d'accord. qui est pas hyper agréable pour lui et sa copine non plus. Ouais, Euh, puis il devait être fatigué là. Il devait prendre cher là. il devait être fatigué. Et même nous, tu vois, on se lance. Bon, on est content. On a 5, 6, 7 users qui ne nous payent pas. C'est cool, mais pour l'instant, on fait pas grand-chose. On est à Station F, c'est bien. Tu as raison. Janvier, je suis diplômé. C'est la grosse fiesta. Mars, c'est Covid. Voilà. Donc, tu as aussi Ah ouais, t'as, c'est t'as vrai, aussi, je l'avais oublié celui-là. t'as Oh là aussi, là. t'as Ah aussi ce ouais, truc qui est. Mais en fait, et je pense qu'on est. Et tu vois, pendant le Covid, on s'en a jamais parlé avec Benoît, mais on aurait pu se poser la question. Bon, en vrai, ça commence à être compliqué. Est-ce que, voilà, tu vois, avec tous ces messages qu'on avait et tout. Et en fait, je pense que le Covid, ça nous a créé notre résilience et l'envie d'aller plus loin. Et on a été bon, en fait, parce que pendant le Covid, ce qu'on a fait, et c'est comme ça que Loki a été un peu connu, je pense, on donnait des cours, tu vois, on s'est un peu changé de ça. On disait, bon, en vrai, nous, ce qu'on sait faire, on a fait une école de commerce, on parle d'accord. avec pas mal de loueurs, etc. Bah, viens, on les aide pendant le Covid sur du marketing, des choses comme ça. Donc en fait, on a un peu créé un truc qu'on avait appelé Coach Loki, qui est encore D'accord. caché sur notre site. Et en gros, on a parlé à plein de loueurs, on les a écoutés, c'est quoi leurs difficultés, comment ça marche, etc. Il y avait D'accord. des loueurs qui nous payaient quand même. On leur avait dit, et si vous voulez arrêter de nous payer parce que vous êtes fermés, c'est pas un souci. Donc, on a fait plein de choses de vraiment en mode de, on donne, on donne, on donne. Ouais. Et la chance qu'on a eu, je pense, c'est sorti du Covid. Donc, on avait un peu créé cette communauté de, tu vois, d'une cinquantaine, Oui. centaine de personnes autour de Loki à qui on a pu présenter la Ouais. plateforme. Et après, il y a eu quand même deux choses qui sont passées. Tu as eu l'explosion du vélo. Donc, en fait, on a niché justement, bah, on focus Ouais. exécution. Le vélo, ça démarre Ouais. de malade. Donc, on va aller là-dessus. Donc, on accompagne des loueurs de Ouais. vélo. Et on fait notre premier salon vélo, justement, juste après le Covid à Paris. Ça s'appelle les Pro Days. Et je sais D'accord. pas pourquoi, comme c'était en plein été, sorti du Covid, on était avec les masques, il n'y avait aucun logiciel. On était le seul logiciel sur. Euh, D'accord. donc en fait, Ah, génial. donc les concurrents qui normalement sont là et qui même ne nous connaissaient pas, tu vois, parce que on était Ouais, encore bien dans le sûr. nid, on avait 10 clients, on était les seuls. Et donc là, on a rencontré plein de loueurs, plein de ah ouais, la Ouais. location de vélo, etc. Et donc là, ça a commencé vraiment comme ça. Donc ça, c'est post-Covid 2020. D'accord. Et ensuite, Ouais. bah, l'entreprise, petit à petit, on recrute nos premiers stagiaires. Jonathan, Guillaume, ça, je pense, c'est une fierté qu'ils ont commencé en premier stage et aujourd'hui, ils sont en CDI chez nous. Ça fait 3 ans qu'on bosse avec eux. Ouais. Ça, c'est trop cool. Première levée de fonds avec des business angels. On recrute nos premiers CDI. On passe à 100, 200 clients. Et ensuite, bah, on arrive en début 2023. 800 partenaires Loki. On est une équipe de 24 où je te parle, avec une belle Ouais. levée de fonds avec Serena. On est devenu une société à mission justement pour faire notre part aussi. D'accord. Voilà, plein de choses. Ouais. Donc il y a d'abord eu, là tu viens de nous faire un super accéléré. Ouais. Tu viens de nous raconter ça, de manière super accélérée. Tu viens de nous a donner plein d'informations, qu'on va décortiquer parce que encore une fois, l'idée c'est d'essayer d'expliquer les apprentissages au fur et à mesure. À un moment donné, donc il y a cette histoire du Covid, il y a les confinements, et puis là, pour le coup, ça redémarre et donc là, à un moment donné, il faut bien que vous créez, la société.
Cette fois-ci, là, il faut passer au côté un peu juridique, création de société. Là, c'est des choses que vous avez eues pendant votre formation à l'entrepreneuriat à l'école de commerce ou parce que en gros, il faut savoir aller chercher, trouver un comptable juridique, comme tu dis, le côté pacte d'actionnaire, s'associer ensemble, Mm. etc. Donc là, il y a tout un tas de choses un petit peu administratives, mais qui sont très importantes à faire. Donc ça ouais, à un moment donné, vous dites là maintenant, il faut y aller parce qu'en plus vous avez des clients à héberger, enfin les premiers clients à faire signer et à remplir. D'ailleurs, je fais pareil moi aussi un accéléré. Au final, le client chez vous, le client chez Loki, c'est un client qui est sous quelle forme? Sous la forme d'un abonnement? C'est ça. Loki, c'est devenu un SaaS, un software as a service, une location logicielle? Exactement. Le client, c'est D'accord, un entrepreneur ou un directeur d'atelier ou de location d'un magasin ou un responsable innovation d'un grand groupe. Il nous paye un abonnement tous les mois en fonction de l'utilisation de sa plateforme Loki. Donc, vraiment un SaaS, comme tu l'as d'accord, très bien dit. OK. Et pour rebondir à ta question, oui, justement, bah, là, tout rentre en compte. Ce qui est cool, c'est que nous, on était quand même bien présents à Grenoble, donc on a pu rencontrer ce que tu as dit, hein, ce monde. Bon, Oui, en école de commerce, on apprend beaucoup de choses, je trouve, quand même, malgré tout ce bashing qu'il peut y avoir dessus. oui, On apprend les oui, bases de plein de choses qui, justement, te font poser les questions de je sais que je vais avoir un besoin de comptable, je sais que je vais avoir un besoin juridique, donc je pense que tu gagnes du ça. temps. Donc, effectivement, bah, on trouve un cabinet d'experts comptables à Grenoble, un mec qui avait déjà fait une intervention dans un de mes cours, tu vois. Donc, Ouais, tu pas complètement démuni, quoi. non, C'est-à-dire que tu as vraiment quand même un apprentissage de l'entrepreneuriat dans l'école qui fait que, voilà, comme tu dis, tu connais un minimum l'écosystème qu'il va falloir mettre en œuvre, voilà. parce que vous avez géré, vous avez fait des exemples de cas clients dans le cadre des études et cetera et donc vous avez quand même des notions avancées de, une entreprise, des collaborateurs, des différents sujets de RH, de comptabilité, de stratégie financière et cetera. Oui, C'est ça. OK, je Donc, comprends. tu as des bases, hein. Tu t'as pas appris, Oui, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas faire un business plan, tu sais pas, oui, créer des statuts, mais tu as les bases et ça te permet de voir est-ce qu'on te dit n'importe quoi ou est-ce que les personnes en face sont des bons c'est interlocuteurs et ça, des c'est ça. partenaires, Ouais, et ça te permet d'avancer. Donc, effectivement, ouais. t'as cette partie-là. Et après, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas mentionné. En fait, on a fait aussi je sais pas si tu connais Founders Factory Oui, qui tout à fait. avait une antenne en France. Ça pourrait être une belle histoire à raconter. On a été dans la promotion française de Founders Factory, mais qui a fermé après, donc ça a été D'accord. aussi plein de complications juridiques. Mais eux aussi nous ont Ouais, un ouais, petit ouais. peu aidés parce qu'on a en fait nos premiers packs d'actionnaires avec Jérémy notamment et avec du coup une espèce d'actionnaire ont été faits aussi à ce moment-là après le Covid. Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, non, voilà, donc un minimum, un minimum donc c'est grâce au premier client que vous aviez, que vous vous êtes permis de dire, «OK, frangin, maintenant tu peux venir et tu vas changer de job, tu vas me rejoindre, je vais te donner un salaire» et cetera. Vous avez pu, commencer à vous payer grâce au 1er client? Parce qu'en fait, on peut donner, une indication à nos interlocuteurs, enfin à nos interlocuteurs, à nos auditeurs et à ceux qui regardent. Comme Loki est une location de logiciels avec, en général, ça fonctionne avec un nombre d'utilisateurs. Les métriques, comme on appelle ça, qui vont devenir et qui sont très importantes pour Loki désormais, c'est ce qu'on appelle le MRR, le Monthly Recurrent Revenue et le ARR, le Annual Recurrent Revenue avec mon super accent, hein, puisque clairement, voilà, vous avez X clients qui payent X argent tous les mois et donc le but du jeu, c'est de faire augmenter en gros ce chiffre mensuel le plus vite possible parce que ça constitue votre chiffre d'affaires et puis après bon il y a les systèmes de marge et tout ça mais c'est ça qui vous permet d'avoir des revenus et de recruter et de payer les salaires et les charges de la société. Donc là en fait c'est ces premiers clients là qui vont vous permettre très vite de vous payer au minimum vos trois premiers salaires ou pas tout de suite au début. Plus compliqué que ça serait trop facile. T'as bien raison, donc c'est comme ça qu'on gagne de l'argent et comment les deux métriques qu'on regarde le plus. Comment ça se passe? Tu as Jérémy qui travaille justement avec nous le soir. Il est développeur chez Air France et en fait on négocie ou dans un cabinet qui travaille pour Air France, on négocie une rupture conventionnelle avec le cabinet. Ça c'est cool. C'était Ouais. assez cool. C'était un peu long parce qu'il fallait mettre des arguments, il voulait pas, etc.
ça se passe bien. Ouais. Donc Jérémy est au chômage globalement, donc Ouais. c'est pratique. Nous Ouais. avec Benoît on se paye pas. La mécanique là, pour ceux qui nous écoutent, c'est que clairement, ça veut dire qu'on se retrouve avec le grand frère, qui est donc, a une prise en charge Pôle emploi en Mmh. général, de 22 et quelques mois, 23 mois, 24 mois, un truc comme ça. Ce qui est top, hein. Moi, je sais que souvent on le dit, Pôle emploi est le premier employeur d'entrepreneurs, c'est vrai. Exactement, tout à fait. Ce qui a permis à Jérémy de quitter son travail, d'avoir un salaire évidemment plus bas, mais quand même de garder Oui, un oui. train de vie comme il le souhaitait. Ce qui était plus dur, non, c'était avec Benoît. Nous, en fait, on sortait d'école. Donc, Oui. en sortant d'école, tu n'as pas de chômage. Donc, en fait, on était au RSA tous les deux. Donc, D'accord. on vivait dans, Autonome, c'est-à-dire, vous habitez chez papa-maman ou vous êtes déjà, à l'extérieur avec un loyer et tout ça? On est, je refais le pont avec Station F, on est à Flatmates, c'est Xavier Niel qui a créé ça, un peu inspiré de Silicon Valley, des bâtiments à D'accord, Ivry-sur-Seine, qui regroupent que des gens de Station F dans des colocs on était 6, tu d'accord. vois, Ouais, les logements là, les 6 logements qui sont personnes, fournis là-bas? ouais, voilà, donc Ouais, une chambre de 4 mètres carrés, tu payes pas cher, je crois que tu payes 300 € par mois, quelque chose comme ça, ou 400 peut-être, tout compris. Donc ça a commencé comme ça, et effectivement, donc nous avec Benoît sur Refait le fil, on quitte l'école fin 2019, oui, on fait 1 an et demi sans se payer. On commence à se payer à partir de janvier 2021. Donc tu vois, il y a un petit peu de temps, là, ça fait 2 ans qu'on se paye. Mais oui, t'as un parcours du combattant évidemment dessus. Si tu as déjà été salarié, bah, tu as la chance de profiter de la rupture conventionnelle si tu l'as pour justement avoir un salaire. Sinon, bah, je pense que ça te donne encore plus ta niaque. Tu as envie, tu vois. ouais, Tu as envie d'avoir ces clients justement. Tu as envie de générer assez d'argent pour pouvoir te payer. Euh, bien et sûr. ça peut prendre du temps, hein. Tu vois, nous, on est sur des paniers moyens assez faibles, entre 80 et 150 euros. Donc, t'imagines, il en faut quand même pas mal Ouais, pour qu'on puisse se payer ça. avec Benoît. Vous êtes dans une stratégie de volume parce que vous avez j'imagine, vous avez une gamme de paliers tarifaires, comme tu dis, avec peut-être des options et donc effectivement, à quelques dizaines, quelques centaines d'euros, le loyer, la licence, Mm. on appelle ça comme ça. Eh bien, effectivement, vous êtes dans une stratégie de volume. C'est pas, vous pouvez pas vous contenter de quelques dizaines ou quelques centaines de clients. Il va falloir aller chercher du volume, ouais. Il faut aller chercher du volume. Exactement, c'est tout l'objectif. Donc, d'avoir un max de points de vente qui utilisent la solution. Et ben justement, ça revient exécution, focus. C'est Ouais, comment on fait tout à pour fait. avoir un maximum de points de vente. Et ben on va faire que des actions qui vont permettre l'augmentation, l'acquisition du volume de clients. C'est ça. Yes. Alors c'est peut-être à ce moment-là, tu nous as parlé de avant un financement, de venture capital, donc plus costaud, Ouais. tu as parlé de business angel tout à l'heure. Donc en fait là, c'est à ce moment-là aussi que il y a des business angels, que tu vous faites rentrer? Ouais, donc en gros, on a une première expérience avec Founders Factory en 2020, post-Covid, sous forme de BSAR. C'est très technique, mais si on a Ouais, une petite injection d'argent, c'est ça se ça. passe mal parce qu'au bout de 2 mois de Founders Factory perd, pardon, se fait liquider en France. Donc tu vois, nous, Oui, on est là en mode, on commence à avoir nos premiers clients, ça commence à prendre, et on a quand même un gros sujet oui, juridique qui nous tombe dessus de qu'est-ce qui se passe d'un point de bien vue sûr. contractuel, etc. Et effectivement, on décide en fin 2020 d'amorcer une première levée de fonds avec des business angels. Donc, on réalise en février 2021 avec des business angels qui s'appellent Seed for Soft et Super Capital. Du coup, on fait une première levée de fonds de 330 000 euros, si je dis pas de bêtises, D'accord, justement avec d'accord. ces personnes-là, qui permet, Ça aurait pu être une grosse boîte de location de vélos. Ça existe ça? Des espèces de réseaux nationaux, un gros réseau national, loueur de vélos qui aurait pu se dire: «Tiens, c'est sympa ce qu'ils font, je» ça aurait pu vous avez testé? Vous avez tenté ça ou pas? Pas nécessairement? de De faire appel à un business angel qui soit, tu vois, un acteur du monde du vélo, un gros loueur national ou un truc comme ça? Non, on l'a pas tenté. On l'avait plus dans l'idée. Bah, nous, on a envie justement de rassembler tous les loueurs justement Loki. C'est une des visions qu'on a. Ouais, C'est vrai que tu as des clients quand même qui nous ont, moi au début, qui m'ont pas mal dit, ah, ça pourrait être intéressant de monter des choses ensemble. ouais, On a quand même un petit peu discuté. Après, nous, ce qu'on cherchait, c'était de l'expertise en SaaS B2B. Et en fait, oui, bah, tu bah vois, oui, Seed for Soft, je crois que le
nom dit bien ce que c'est. On met de l'investissement en seed pour des softwares. Donc, ça nous a quand même bien accompagné sur comment on fait grossir une boîte de 60, 70 clients à 100, 200, 300, 400, Bien sûr, bien justement, sûr. et c'est ça qu'on allait chercher. Et donc, du coup, on a ce premier financement et justement un peu d'argent qui rentre, ce qui me permet nous aussi de nous payer à partir de ce moment-là avec Benoît et Jérémy aussi de l'enlever du chômage et de le mettre sous D'accord. Loki. Et ça, je pense, c'est hyper important et pour Ouais. n'importe qui monte sa boîte, essayer de vous Ouais. payer rapidement, Ouais, c'est le plus bien, vite possible. le plus vite possible. Surtout pas se dire qu'on se payera plus tard, quoi. Non. Ouais, je suis d'accord. Il faut C'est se payer. Alors, t'es pas obligé d'être le mieux payé de la boîte. C'est pas grave si t'es fondeur et que t'es pas le mieux payé de la boîte, ouais, mais c'est important de se payer. ouais, Sinon, tu t'enlèves de l'équation et c'est compliqué. Il faut pas le faire parce que ouais, d'un ouais. point de vue perso, c'est pas facile, quoi. Je suis d'accord. C'est un très bon conseil, très bon apprentissage que tu nous donnes là. Effectivement, il faut pas que la rémunération, des fondateurs ou du dirigeant ou des dirigeants, soit, ce qui permet de faire, l'économie, Non. parce que sinon, en fait, ton business model, bah, il y a un trou dans la raquette, quoi. En gros, tu es en train de grossir, tu es en train de faire du chiffre d'affaires et cetera. Bah, ouais, mais tu pas du tout, inclus, les revenus des dirigeants, ça va pas, quoi. Ouais. Donc, oui, oui, je pense que c'est un super hack, d'être carrément aligné et puis en plus, ça veut dire que toutes les actions que tu mènes, consistent à créer, une société qui est saine. Tu vois ce que je veux dire? Avec des revenus, avec de la marge nette, avec, un EBITDA et cetera, pas se tromper, hein, le chiffre d'affaires, c'est une chose, Mm. c'est pas ce qui fait, que la société elle est à l'équilibre et je pense qu'avoir un mindset ou un focus où tu te dis, je ne vis pas et je ne grossis pas, parce que j'ai de l'investissement, quoi. J'ai des clients, des vrais clients qui font du chiffre d'affaires et qui me font avancer, quoi. Les fonds, ça sert à accélérer, ça sert à aller vite, plus vite, mais voilà, il faut pas perdre de vue que limite, c'est bien aussi de grandir et de grossir grâce tout simplement au chiffre d'affaires qui est généré par les clients, quoi. Et c'est hyper important et je pense encore plus dans la période dans laquelle on est actuellement, on va plus aller chercher de la Ouais, rentabilité plutôt que du chiffre d'affaires. Du fait que c'est ça. effectivement les levées de fonds peuvent être un accélérateur et les levées de fonds il y a plein de choses bien et on apprend plein de choses et c'est cool dans la vie d'une boîte, c'est un bel événement. Mais c'est ça, c'est de dire il y a un moment, est-ce que le business de base qui a été construit est sain? Et moi, tu Hein, vois, hein. j'ai bien aimé dans la vie de Loki ce côté on a fait beaucoup de choses à deux, à trois avec Jérémy Benoît, avec les premiers Oui, stagiaires dont je te parlais, Guillaume et Jonathan, où en fait oui, tu vois, on n'était pas payé, même quand on a commencé à se payer, en fait, bon père de famille, tu vois, c'est-à-dire tu contrôles tes actions ouais, et ouais, tu vas pas cracher d'un ouais. coup 15 000 euros parce que tu as une petite idée. Ouais, pas de cash burn, hein. Voilà, Fait pas de cash on fait burn, pas de cash burn, on y va, on fait des tests, on est avec nos petites mains, on voit ouais, ce qui prend, on voit ce qui prend pas, et ce qui nous a permis d'avoir des bons premiers résultats et de faire justement ce premier événement, on va dire capitaliste, cette première levée de fonds avec Seed for Soft, où je pense que ce qu'ils ont bien aimé, je me souviens, il y en a un qui a dit le plus important dans un restaurant, c'est l'emplacement après l'emplacement après l'emplacement, et il a dit, vous savez ce que c'est dans une startup? Non, bah c'est l'équipe, après c'est l'équipe et après c'est l'équipe. Et je pense ouais, c'est qu'il a clair. raison. Et même aujourd'hui, dans notre fonctionnement, je dis pas qu'on est des radins, tu vois, mais il y a quand même beaucoup de choses. On fait des tests, Ouais, on nous fait nous-mêmes, on voit si ça marche, est-ce que ça peut être rentable. Et oui, effectivement, si là on met un ouais. petit boost d'argent, bah, on va gagner plus d'argent, donc c'est logique. Et je pense que c'est important à garder, et même nous, tu vois, dans notre Oui. construction Un de, état de boîte. d'esprit, Ouais, frugal, ouais, mais voilà, qui privilégie, effectivement efficacité, rentabilité et et pardon et croissance, une croissance qui est, en tout cas maîtrisé et soutenu et qui n'est pas effectivement, comme tu dis, une espèce de déchirure dans la voile là, mm, où tu commences à faire du cash burn n'importe comment et où parfois d'ailleurs tu dépenses, sur des choses qui ne sont pas ce qui crée la valeur pour la société. c'est ça. Donc, hein, à chaque fois je dis toujours, que effectivement quand je discute comme ça avec des entrepreneurs, c'est très important tu sais, d'apporter de la matière sur ce qui génère de la valeur. Mm. Parce que si tu fais plein de choses, mais qui finalement qui génèrent pas de la valeur, et ben pour le coup, tu t'es en total éparpillement là, et ça, c'est catastrophique parce que tu finis rencontrer le mur, hein, ça c'est clair, hein. Je suis d'accord avec toi.
Tu t'es retrouvé, pour le coup, donc ça c'est d'un point de vue, cheminement historique, donc business angel sur l'apport d'argent avec les business angels, ça va vous permettre de quoi? D'avancer, de vivre pendant un an et demi. À quel moment vous vous dites, «OK, on va faire appel à un VC ou on va préparer un dossier, un pitch?» parce que encore une fois, on le dira jamais assez, mais, aller chercher de l'argent auprès d'un fonds d'investissement, c'est minimum, 6 mois et c'est souvent plutôt 8 à 9 mois, quoi. Hein, c'est pas genre en 24 heures, on a un VC qui tombe. Hein. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, c'est beaucoup de boulot. Et vous d'ailleurs, les cofondateurs, les fondateurs, tu vas me le dire, mais c'est souvent un job quasiment à plein temps pour l'un des fondateurs, quoi. Qui devient un petit peu le représentant, le CEO. Je sais pas si c'est toi d'ailleurs, c'est toi le CEO de Loki. C'est ça. Oui, où Ouais. la casquette est, on va dire, honorifique, où je pense qu'on est co-CEO Oui, oui. avec Benoît en tout cas. Mais oui, la casquette de CEO, c'est moi qui ai en tout cas chez Loki la partie plus relations externes, présentation, D'accord. etc. Donc c'est moi qui ai cette casquette-là. Et du coup, pour répondre à ta question, effectivement, on fait cette première levée de fonds qui nous permet quand même, donc avec les business angels, de recruter des premiers CDI. Donc en fait, on recrute Ouais. deux commerciales, Marie-Constance et Laetitia en Customer Success. En fait, en disant tout le pitch, D'accord. c'est de dire, regardez, à trois avec deux stagiaires, on arrive à presque faire Ouais. 10 000 euros de MRR. Si on met un peu d'argent, bah, on va exploser parce que là, on fait ça avec nos mains. Et là, il nous faut des gens pour avancer. Donc en Bien fait, sûr. on lance ça et c'est tout l'enjeu Ouais. justement de l'année 2021. Ça se passe bien, on fait des bons résultats, on fait des bons chiffres, on grandit comme on veut. C'est cool. Et arrive justement 2022 où on continue ce process-là, on est une dizaine dans la boîte. Et en fait, tu as raison, se pose la question de, OK, soit on décide d'aller plus vite et on fait une levée de fonds via un VC, on va être obligé de passer par cette C'est ça. étape. Soit on décide de continuer seul parce qu'on n'est pas loin de la rentabilité en tout cas, où on peut l'approcher en faisant ce qu'on appelle, tu sais, un bridge, en disant on peut reprendre un petit peu d'argent de nos premiers investisseurs Oui. pour ensuite dire bon bah on crame encore un petit peu et on essaie d'atteindre la rentabilité. Et en fait, finalement, bah, on décide de partir sur la case VC. Je pense un peu ambition. On a envie, nous, d'apprendre aussi en tant qu'entrepreneur et c'est des moments cool. Et on a des très grosses D'accord. ambitions sur Loki. Là, c'est pas que le côté affectif, c'est on a des grosses ambitions sur Loki. On veut devenir un leader européen, voire mondial. Et donc, on se dit, bah, faut Ouais, partir sur un j'allais te OK. dire France, Europe et plus. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Europe, c'est vraiment le but là sur les années qui sont en train de s'ouvrir. On verra par la suite. Mais on sait on sait on a de l'or entre les mains, je pense. On est sur l'économie circulaire, qui est un business qui va prendre énormément Oui, de valeur. Et on a des bonnes bases, donc on pense qu'on peut vraiment aller faire quelque chose de très gros. On pourra y revenir si tu bien veux. sûr. Mais du coup, Puis effectivement, on comprend un peu, pourquoi vous avez besoin d'argent parce que mine de rien, voilà, si on reste concentré sur la notion de vélo, la location de vélo, qui doit être un des mm, segments les plus importants, chez vous, mm, on se rend bien compte que quand même, à un moment donné, tu as un problème de couverture géographique, quoi. C'est-à-dire que si tu veux des clients, tu veux augmenter les ventes de licences, du logiciel Loki, bah, il faut aller voir les clients partout, partout en France, notamment. Et donc même si c'est quelque chose qui peut se faire à distance, au téléphone, etc. Vous faites du physique, du rendez-vous physique sur place. Vous avez des commerciaux qui battent le pavé un peu et qui vont voir les clients en direct très ou peu. ça, il n'y a pas besoin? Très peu. D'accord. On fait beaucoup de salons qui nous permettent de rencontrer les gens en physique. Ouais. On fait beaucoup de démarchage justement téléphonique, par email. On fait tous nos rendez-vous en visio. 95% de nos D'accord. rendez-vous sont faits en visio. Et en fait, on a aussi beaucoup de prospects qui viennent à nous via le marketing. On en parlait tout à l'heure, ce qui nous arrange. Voilà. Ouais. Donc, on se fait connaître beaucoup comme ça. Après, on D'accord. fait quelques éléments physiques, dans ce qu'on appelle chez nous, j'avais pris d'un de mes mentors, les city attacks, en disant, OK, on va aller à Lyon pendant une journée où tu as un sales, un marketing et un customer success qui y vont. Et ils se font toute la ville Oui. en mode c'est marrant, ça crée des beaux moments. Ouais, tout Euh, à fait. c'est cool. Et après, on fait en physique des tours de France qu'on appelle. Ça marche bien, vélo Tour de France. Justement, on va rencontrer nos clients en physique où là, on fait des tours avec des Ouais. caméras, etc. Et on va voir tous nos clients. Et En même temps, Raphaël, j'imagine que voilà, tu maîtrises ta stratégie de croissance, et tu sais,
précisément à quoi tu veux affecter les fonds que tu as reçus. Je rappelle, c'était 4 millions, c'est ça, hein, 4 millions d'euros. Ouais. On est dans l'univers du SaaS, on l'a dit. Donc, ce qui est bien quand même avec cet écosystème, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être une armée de dizaines ou centaines de personnes pour faire tourner du logiciel, quoi, hein. Donc ça, c'est aussi un gros avantage, hein. C'est que un logiciel qui est bien conçu, qui a pas trop de dettes techniques, parce qu'il y en a toujours un peu, Mm. c'est quelque chose qui peut avoir voilà, une très belle croissance avec de très nombreux clients pour finalement une équipe assez réduite, hein. Parmi les logiciels les plus emblématiques du marché, très très connus, moi j'ai interviewé récemment quelqu'un, Sony Paris pour pas le citer, avec nocrm.io, les mecs ils sont 20 quoi. Je veux dire, ils sont 20, ils ont 3000 clients dans 80 pays, c'est un truc de fou quoi. Mm. Donc là, tu te dis, OK, bah, c'est plutôt des bons exemples. Il y en a d'autres, hein, d'autres acteurs comme ça, où ils sont 20, 30, 40, et à 40, ils ont des dizaines de milliers de clients partout dans le monde, quoi. Donc ça, c'est la beauté aussi du SaaS, hein. Je pense que c'est pas mal, et c'est ce que tu dois, j'imagine, poursuivre comme ambition aussi et comme objectif avec le fond. Bah, c'est ce que tu as dit, c'est la beauté du SaaS. Et c'est aussi l'avantage et pourquoi il y a plein de SaaS qui se sont créés, c'est que tu as un modèle de vente très prédictible, tu as des revenus qui sont très prédictibles. Effectivement, tout ce que C'est tu ça. as construit, tu peux le réutiliser. Tu as de la dette technique qui va se créer, mais globalement, ta plateforme, elle va tout le temps évoluer pour le plus positif et tu n'as pas besoin de refaire 2 fois des développements. Donc, c'est évidemment ça. Et c'est un modèle hyper réplicable, ce que tu as très bien dit. Et du coup, bah, c'est ça qui plaît au fond. Et donc, du coup, pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, on se lance en levée de fonds, on se lance en roadshow, comme on dit dans le milieu. Et oui, ça ne se fait pas en 72 heures. Je pense que ça peut se faire. Ça va durer longtemps dans votre cas, Raphaël? Raconte-nous, ça a duré combien de temps entre le moment où, tu t'es dit: «Allez, on y va, on commence à pitcher, on présente notre dossier», tout ça, et puis l'arrivée de l'argent? Ça n'a pas duré. Alors, ça n'a pas duré 8 mois, 9 mois. Ça a duré. Je crois que j'ai rencontré mes premiers investisseurs en février-mars, et on a fait le closing début août. Donc, D'accord. c'est Plutôt court, ouais, plutôt une moyenne, courte, ouais. c'est une moyenne courte, mais qui est quand même longue. Mais c'est ce que tu dis, Oui, oui, bah, ça ça, reste plusieurs mois, hein. Ça ça reste plusieurs reste. mois, Voilà. c'est pas le truc que tu fais en 15 jours, hein, c'est C'est clair. ça. Et ça, il faut. Bon, ça, je pense que tu peux le faire en 15 jours si tu as déjà monté une boîte hyper successful et tu as un nom connu dans toute la tech, ce qui n'est pas notre cas du C'est coup. ça, c'est ça. Mais du coup, non, mais et là, je pense que c'est important de bien anticiper une levée de fonds. Tu l'as très bien dit. Une levée de fonds, ça prend du temps et c'est un métier presque à plein temps où effectivement, tu sais Ouais. qu'il y a un des fondateurs qui va être entre 50 voire Tu dois s'y 90%, consacrer. Ouais, voilà, qui va être ouais, ouais. 90% de son temps, où sa journée, c'est rencontrer des investisseurs, faire des pitch decks, faire des business plans, revenir avec des slides, rechallenger, repitcher, etc. Et c'est On une est vraie d'accord. gymnastique. Et tu sais que cette période est souvent compliquée, il faut l'anticiper bien en amont. On parle souvent dans les startups de runway en disant bah, il faut pas y aller quand on sent qu'il y a le trou qui arrive, il faut y aller avant, parce que sinon vous êtes encore Ah plus oui. stressé et vous savez que si vous n'arrivez pas à faire votre Ah, levée de fonds, vous êtes mort. Donc il ouais, faut bien l'anticiper et en plus, au moment où vous faites une levée de fonds, vous enlevez quand même une des ressources de la boîte en disant bah, en fait on est un de moins par rapport à déjà tout ce qu'on fait, donc on va peut-être faire aussi un c'est petit peu ça, moins de chiffres. c'est ça. Donc il y a plein de En paramètres, fait, mais il y a plein de paramètres Raphaël, à prendre en compte quoi. tu me donnes l'occasion de donner un secret ultime, que tu viens de nous aiguiller dessus. Dans la vie, il faut demander de l'argent quand vous avez déjà de l'argent. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quand tu as de l'argent que tu dois aller en chercher encore, mais pas aller en chercher quand tu en as besoin. Quand tu en as besoin, c'est trop tard. Mm. Bah, ce serait pareil C'est avec les banques, c'est j'imagine. Moi, j'ai jamais trop fait, mais je pense que c'est toujours ça, quoi. Quand t'es solvable, c'est ouais, cool. c'est Quand t'as plus clairement. d'argent, t'es dans la merde. C'est clair, c'est clair. C'est vraiment le hack ultime, c'est même quand tu as de l'argent, c'est justement, ne serait-ce que par rapport aux cautions, par rapport aux garanties, par rapport à tout un tas de choses qu'on va te demander. Clairement, l'idée, c'est d'aller faire un multiplicateur. J'ai 1 et je veux, fois 2 fois 3 quoi. Mais, si voilà, si tu es effectivement en perte de vitesse, que tu es déjà en train de voir, le mur, c'est trop tard. Tu vas être en position de faiblesse, les chiffres, à un moment donné, vont pas voilà, vont pas parler en ton sens, et là, tu es à la merci, clairement, tu deviens une proie, tu te fais complètement broyer par le système, hein, c'est clair, hein. Donc oui, oui, tu fais bien de tu fais bien de dire ça.
Et donc ouais, tu as fait ça, plusieurs mois. Tu t'es fait accompagner par un intermédiaire, par un ou non, vous vous êtes débrouillé tout seul, vous avez identifié des fonds, vous avez envoyé les dossiers? On a hésité, c'est une bonne question. On a eu pas mal de discussions justement avec les business angels de est-ce qu'on se fait accompagner par ce qu'on appelle un leveur de fonds ou pas. C'est ça? Oui, Le ouais. montant de la levée bon, est correct, hein, 4 millions. On est quand même sur du seed, donc on trouvait que c'était peut-être un Oui. petit peu tôt. Et c'était Mmh. bien de quand même, tu vois, pour rencontrer les fonds d'investissement. C'était les premiers fonds d'investissement qu'on rencontrait. Que ça soit vraiment le fondateur qui fasse les rendez-vous, qui pitch la vision, Ouais, ouais. plutôt que ça soit un leveur de fonds. Après, peut-être que s'il y a une prochaine, pourquoi pas, parce qu'effectivement, je pense que ça fait économiser pas mal de temps. Mais c'est un sujet Ouais. qui doit être, en tout cas quand on fait une levée de fonds, qui doit venir sur la table je sais qu'on va passer beaucoup de temps, et est-ce que Ça. je pense si tu prends un leveur de fonds, peut-être que tu enlèves 20 à 30% de temps. Donc ça doit rentrer dans la balance, c'est sûr. Toi, comment tu t'es préparé à ça? Tu as appris, tu as lu plein de trucs, tu as épongé le web et YouTube et je sais pas quoi, des livres de business et tout ça, pour te préparer à ça? Parce que mine de rien, il y a quand même plein on le dira jamais assez, mais la levée de fonds comme ça, c'est glamour, hein, d'un point de vue journalistique et tout ça. Ouais, super, on a levé de l'argent, blablabla, blablabla. C'est hyper technique, hein. La levée de fonds, il y a des termes, il y a un jargon financier, c'est hyper technique, hein. C'est pas du tout un truc, qui est simple à faire, hein. Clairement, toi, tout à coup, tu dis: «OK, ben, je suis voilà, c'est moi qui m'y colle, je suis le CEO et voilà». Mais mine de rien, tu il te manque enfin, il te manque, clairement, des kilomètres d'apprentissage sur les choses à savoir par rapport à la valorisation, pré-monnaie, post-monnaie. Enfin, il y a à la fois des termes, mais c'est pas que seulement les termes. C'est, au-delà du jargon et des vocabulaires, c'est des vrais mécanismes, financiers, juridiques, contractuels à maîtriser un minimum, quoi. T'as raison, hyper technique. C'est hyper technique, ça prend du temps, il faut se former dessus. Et effectivement, c'est pas que glamour, où effectivement, t'as raison, il y a ce côté très journaliste. Ok, on a levé 4 millions, c'est incroyable. Et même nous, on fait en sorte de jouer sur ce buzz. Ouais, Et c'est bien, et ça crée des beaux moments d'équipe, c'est important de les avoir aussi. Mais t'as un peu l'envers du décor, ou même des fois on dira, mais ils ont levé des fonds, c'est trop simple. Lever des fonds, c'est pas simple. Respect à tous ceux qui ont levé des fonds, que ce soit 1, 2, 10, 15, 20, 30 millions, oui. c'est tout. Que ce soit C'est, 400 millions ou 4 voilà, millions, ça reste lever des fonds et avoir, monté un dossier financier et d'avoir fait des heures et des heures, de rendez-vous, de négociation et de contractualisation, ouais, clairement. c'est ça. Et du coup, on a vu que tu as raison sur ce LinkedIn, etc. On a l'impression que c'est simple pour tout le monde et que tout le monde lève des fonds. On voit ceux qui n'ont pas réussi. Et je pense qu'il y en a beaucoup. La porte est pas pour grand monde. C'est mal dit, mais moi, je pense que tu as l'idée. Mais pour revenir sur la préparation, déjà, donc avec mon associé Benoît, qui m'aide beaucoup sur justement la présentation, comment on met en place nos idées. Tu as aussi donc des business angels qui nous accompagnent un petit peu. Et tu as raison, beaucoup de vidéos, des livres de comment être concis, comment bien vendre ses idées rapidement. Yes. Et je crois que le meilleur conseil que j'ai vu, et tu l'as très bien dit, sur un blog où j'ai dû me perdre un jour, qui disait quand vous levez des fonds, arrêtez d'être un COO, devenez un CEO. Et je trouve que c'est hyper parlant. Ce qui est vrai, tu l'as dit, tu as monté tes boîtes où en fait au quotidien, tu es plus quelqu'un qui fait de l'opérationnel, Oui, et tu éteins des feux ou tu lances des feux que tu éteindras plus tard globalement. Et il faut pendant 6 mois où toi tu vois un petit peu tous les problèmes du quotidien, mais aussi ce qui marche bien, il faut que tu enlèves cette c'est ça, casquette je sais pas, de Patrick opérationnel, Raphaël opérationnel, à en fait, je clairement. deviens dirigeant d'entreprise, je présente une Ouais, tu es un vision, leader là. Tu voilà, es un et je leader, présente tu as une une ambition. vision, il faut y aller, quoi. Ouais, Et on est il faut être d'accord. convaincu. Et je pense que c'est ça ce qui a fait peut-être un tout petit peu la différence à partir du moment où tu parles pas que de technique, de MRR. On a fait tant de MRR, on a eu tant de churn, donc de désabonnement, de ça. Évidemment, tu en parles, mais c'est plus, OK, aujourd'hui, Loki, c'est ça. On évolue dans tel monde. Et moi, demain, je pense que Loki, ça sera ça. Et c'est là que tu fais un peu la différence, je pense. Donc, c'était Oui, voilà, sur un blog perdu, ne soyez pas un CEO, devenez un ouais, CEO. c'est clair. C'était un beau Très conseil, je trouvais. important.
Très important. Quand tu fais des présentations, comme ça, on n'a pas souvent d'ailleurs de beaucoup de documentation ou d'explications sur comment ça se passe pour de vrai. Mais, ils vous demandent à vous rencontrer tous, tous les cofondateurs et cetera? Ou tu vas tout seul quand tu pitches et tout là, devant les VC? Ça dépend des VC. Après, je pense que la bonne réponse, c'est à la startup de donner son timing. Les VC, ils savent qu'on est occupé et qu'on a plein de choses à faire. C'est Euh, ça. et du coup, je pense au global, il faut quand même Pareil, c'est ce que tu disais par rapport au tout début. Si je refais le pont, en mode, il faut être convaincu de ce qu'on fait, bon, sans faire Oui, prétentieux parce que c'est pas le cas et je me pose tout le temps plein de questions, mais il faut se dire, oui. essayer d'inverser un peu la relation en disant, c'est peut-être eux qui ont de la chance de me rencontrer. Euh, Oui, puis et, c'est important ce que tu dis, Raphaël, hein. Il faut clairement avoir une ambition. L'ambition, c'est pas sale, hein, tu vois ce que je veux dire? non, C'est pas mal et c'est pas sale l'ambition, hein. L'ambition, elle doit être, tu vois, je veux dire, elle doit être positive. Tu as envie de déplacer des montagnes, de faire des grandes choses, et c'est cette ambition-là, il faut l'avoir, quoi. il Et faut il faut l'avoir. pas, et au contraire, il faut pas être là en mode je baisse les Mm. oreilles et puis j'ai peur ou je sais pas quoi. Non, non, il faut y aller, hein, clairement. Quoi, non. Et du coup, ça permet justement nous, on savait qu'on était organisé de telle manière où, tu vois, on voulait pas que Benoît vienne à tous les meetings parce que déjà, tu as un fondateur qui passe sa journée en meeting. Si tu as les deux qui C'est viennent, clair. en fait, tu perds deux ressources de ta boîte, ça commence à être compliqué. Donc, on essaie vraiment de cadencer en disant, moi, je faisais les deux premiers meetings, donc un petit peu de ce premier appel on se rencontre, on voit un petit peu si le projet, quel chiffre il y a derrière. Et après, premier meeting avec les partenaires où là, je pitch la vision. Et globalement, si ça se passe bien, de faire intervenir Benoît et Jérémy un peu plus tard dans le process en Bien disant sûr. on a déjà bien avancé. Là, on pense que c'est utile que vous rencontrez tout le monde, mais ça les engage aussi en disant ok, on fait rencontrer Benoît et Jérémy, mais si vous êtes quand même intéressés, et tu vois, tu crées un Ouais. peu comme dans une relation commerciale, Ouais, un ça, commitment. Ouais, c'est ouais, ça. bien sûr. Et après, ce qui est important, je pense aussi, et tu l'as dit, c'est souvent très long. Et les VC peuvent parfois faire durer le process parce que ça peut arranger des VC justement de un peu plus te presser. Si le process dure plus longtemps, et ils vont avoir accès à plus de chiffres, ils peuvent se reposer plus de questions et avoir des C'est moins clair. fortes convictions. Donc il faut essayer. Bon, là c'est de la théorie, hein. Dans les faits, ça se passe pas vraiment comme ça, mais d'essayer de cadencer ça. Il faut que ça se passe vite et qu'on s'aligne vite avec les VC Ouais. pour le faire. Petit apprentissage qu'on peut donner de mon expérience et de toi aussi, qui l'a vécu, qui le vit encore. Information importante, ce que ça veut dire, ce qu'est en train de dire Raphaël, signifie, la chose suivante. Moi, c'était le cas à mon époque, quand j'ai rencontré les investisseurs, de ma première startup. Ça veut dire que ce qu'on m'avait donné comme conseil à l'époque, et c'est toujours valable, c'est que le dossier, encore une fois, on a parlé des 4 piliers tout à Mm. l'heure, hein, la finance, finance, compta, juridique, vente, hein, commerciale, client, marketing, com et technique, d'accord? Donc 4 piliers, 4 compétences, 4 expertises, métiers, on va dire. La personne, qui pitch, qu'il soit tout seul dans ton cas, ou toute l'équipe, l'ensemble des fondateurs doivent connaître les 4 dossiers par cœur. Mm. Tu ne peux pas dire: «Non, non, mais ça, en fait, c'est pas moi, c'est la tech, c'est mon grand frère». Non, 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 non. Le CEO, il doit connaître tous les dossiers par cœur. Ouais. Il doit pouvoir être, sans le CTO, sans le gars du marketing, sans le gars de la finance, et ça, en fait, on se rend pas compte. On se dit: «Ouais, mais non, c'est pas mon truc, moi, j'aime pas j'ai pas toutes les expertises, ou j'aime pas toutes les expertises». Non, non, mais ça, c'est pas possible. Quand tu es en train de lever des fonds, clairement, l'ensemble de l'équipe qui pitch, bidule et tout, doit connaître Mm. sur le bout des doigts les quatre sujets. Est-ce que tu confirmes ça? Je confirme et c'est vrai que c'est pour ça que c'est aussi un peu éprouvant. Tu as des rendez-vous, c'est une, c'est une vraie gymnastique intellectuelle. On va te poser une question Bien marketing, sûr. après on te pose une question finance, après on dit ah mais en fait le produit c'est quoi? Et effectivement, des fois tu fais des rendez-vous de 2 heures, tu sors de ça, t'es lessivé et tu sais qu'on Et a un oui. autre juste après. Mais, mais ça- Surtout que Raphaël, on te met en face un business analyst, on te met un expert technique, et cetera, et toi, tu es censé pouvoir donner le change, alors que la personne en face, elle est vraiment experte, et toi et toi pas nécessairement. c'est aussi la difficulté de l'exercice. Et c'est aussi ça qui est cool dans l'exercice, c'est que, alors effectivement, ça prend Oui, du temps, mais en fait, quand tu fais une levée de fonds ou que tu la réussisses ou non, tu apprends beaucoup sur ta boîte, sur ouais, ce qui va bien, sur ce qui va pas. On prend quand même plein de retours. Tu apprends beaucoup sur toi aussi.
Et donc, c'est quand même un exercice challengeant intellectuellement parlant. C'est stimulant. Yes. Et bon, après, c'est un peu éprouvant parce qu'effectivement, des fois, tu vas rencontrer des personnes qui vont dire non, mais en fait, ton truc, j'y crois pas du tout. Celui d'après qui dit c'est génial. Il faut mettre son ego de côté et de toujours, t'es Ouais, convaincu, tu sais que tu as une ambition, tu y crois et tu arriveras à c'est clair. convaincre des gens. Gros ascenseur émotionnel, hein. Ouais, tout le temps. En général, c'est Ça monte, c'est faut être ouais, bien accroché, ouais. complètement, ouais. Ouais. De toute façon, d'ailleurs, Raphaël, que ce soit pour le levée de fonds ou pas levée de fonds, parce que, tu pourrais aussi être en bootstrap, hein, qui est tout à fait aussi une bonne manière d'entreprendre. Qui est même mieux, je pense. Je dirais que c'est pas la notion de financement, levée de fonds ou pas, qui est l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel, c'est d'être entrepreneur. Quand tu crées quelque chose, quand tu crées une entreprise, une activité, ça peut même être d'ailleurs, en solopreneur, hein, freelance, solopreneur ou en société, peu importe. Le fait d'entreprendre, quelque chose, c'est l'ascenseur émotionnel. Il faut beaucoup de résilience, il faut des capacités intellectuelles, physiques et psychologiques qui sont de toute façon très fortes, hein. Donc c'est vrai que parfois, je vois un petit peu des choses qui sont un peu enjolivées en mode un peu Heidi dans la prairie. Non, non, mais tout le monde peut entreprendre, etc. Ouais, enfin, non, je suis pas sûr. Bah, tu Pas sûr du tout, en fait. C'est ce que tu dis, tu sais que quand tu C'est pas, entreprends, c'est pas, ouais, ouais, tu vis tout fois 1000 en fait. Les victoires, tu les vis fois 1000 et les échecs, tu les vis fois 1000 aussi. Donc, ouais, effectivement, tu carrément. peux avoir des coups de mou, des coups extraordinaires. Je pense que tu as une vie peut-être un peu plus intense émotionnellement, mais tu as plein Ouais, d'entrepreneurs aussi qui font des burn-out, etc. Parce que c'est compliqué. Faut pas croire bien sûr, que bien sûr. tout est beau dans l'entrepreneuriat. Il y a Tout est des choses, rose. voilà, il y a des Ouais. choses qui sont aussi difficiles. Et je trouve ça cool, tu vois, je crois que c'est Swile en ce moment qui fait ça, en mode qui mettent hyper en avant les salariés, que c'est génial d'être salarié, et c'est génial aussi d'être salarié. Il faut pas dire le mythe de l'entrepreneur. Oui. Il y a du positif dans que ce soit entrepreneur, salarié, il y a du beau et du moins beau partout. Clairement et puis, en fait, tu as des super, clairement, mais tu as des super jobs, des super, Oui, carrières à faire en étant salarié dans des startups, hein. oui, Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde nécessairement, non, hein. Il y a des gens qui supportent pas, effectivement ce phénomène de chaos, ou d'insécurité, qui est quand même, le plus souvent là que le contraire, hein. C'est quand même, c'est que voilà, quand après tu as du succès, que c'est sur des rails et tout ça, bon OK, ça peut avoir un côté, sympatoche, mais enfin, la plupart du temps, quand tu es quand même en train d'accélérer, en train de construire, en train de mettre en place la chose, franchement, c'est oui, c'est pas de tout repos, c'est très compliqué et d'ailleurs, fausse idée aussi qu'on a, lever des fonds n'est pas l'arrivée du chemin. non. Bien au C'est le contraire, début. c'est que derrière tu dois rendre des comptes maintenant. Mm. C'est-à-dire que tu as eu un financement, c'est super, mais tu as un plan, tu as un business plan, tu as un business model et maintenant il faut dérouler. Il faut dérouler, il faut rendre des comptes, il faut faire le reporting régulier, alors mensuel, semestriel, enfin en général ça s'accorde avec l'investisseur. Mais en gros, c'est pas plus tranquille qu'avant. Non, c'est même plus intense. C'est même plus intense. Et justement, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de dire aussi. Si tu dis c'est le début du chemin, je suis complètement aligné avec toi. Et encore plus que ça, c'est le début du chemin. Donc, ça veut dire que pendant que vous faites votre levée de fonds, il faut aussi choisir son investisseur. Et c'est une relation, vous savez que ça va durer pendant X années. Et donc, c'est bien de lever des Et oui, fonds, mais c'est encore mieux de lever des ouais, fonds avec les bonnes personnes. Et tu vois, nous, c'est ce qu'on a fait. Et pour ça, je suis hyper content. ouais, On avait un vrai coup de cœur avec Léa, qui est la directrice de Make Sense, qui a opéré avec Serena. Et du coup, on est accordé sur, tu vois, il y avait tout ouais, un volet environnemental, un volet sociétal, tout à fait. plus l'expertise. Serena, super Serena fonds d'ailleurs, et, hein, et Serena voilà, Capital, très beau fonds. très beau fond. Et Mmh. donc nous, hyper alignés, donc à la fois le match, on va dire un peu personnel, on sent qu'on a les mêmes convictions, on a des ambitions assez similaires, Très plus important. le Ouais, côté très structuré, Serena derrière, qui nous met une équipe opérationnelle pour challenger ce clairement. qu'on fait et être meilleur. Mais donc du coup, ça c'est hyper important, qu'importe le fond ou le business angel, partez Oui, avec des oui, gens avec qui vous avez envie de travailler. Sinon, ça sera compliqué parce que c'est des gens que vous voyez tout le temps. Donc il faut que ça se passe bien clairement. et des gens avec qui vous vous sentez à l'aise de se dire les choses. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, mais on avance. De toute façon, on est dans le même bateau maintenant. Ouais. Même, Raphaël, même si tu es encore, jeune, dans l'entrepreneuriat, que tu t'es lancé il y a pas longtemps, est-ce que et tu as déjà vécu ou est-ce que tu es déjà capable de nous raconter une anecdote qui t'apparaît comme étant, le pire truc qui te soit arrivé jusqu'à présent?
Et à la limite, si tu et raconte-nous si tu t'es effondré ou si tu as réussi à faire du trampoline et à te à te remettre sur pied, oui, ou comment? Et ça nous intéresse ça, le côté, je ne perds jamais, tu sais? Ouais. Voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je réfléchis, il y en a eu pas mal. Je réfléchis. Bon, je sais pas si c'est la pire, mais ouais, Un truc qui t'a marqué un quoi. truc qui a marqué, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur Founders Factory. Oui, Donc, tu vois, on venait d'arriver, on était avec Benoît, ouais, ouais. Jérémy, et en fait, on est avec un fonds. C'est un espèce de fonds Founders Factory au tout début, et en gros, qui se ferme, qui est liquidé. Et donc, on a un peu jeté Ouais, dans la nature. ouais. Et en fait, l'histoire qui est assez marrante avec ça, c'est que ce suit plein d'histoires judiciaires. Et le moment où on va se taper dans la main avec Seed for Soft, donc en 2021, on nous dit est-ce que vous avez des casseroles derrière vous? Et nous, on pensait que ce truc était fini. La veille, il y a un pote à moi qui m'envoie un message et qui me dit ah marrant, je peux acheter des actions de Loki si je veux. Je me dis qu'est-ce que tu me racontes? Non! Et en fait, Oh là là! le liquidateur de Founders Factory avait mis en vente le BSA en ligne. Donc en gros, Ah d'accord. donc t'imagines le coup de stress. Donc toi, tu es en mode, je suis en train de faire pas de blanche avec Seed for Soft Des qui quand business même angels, ouais, et qui sont professionnalisés. C'est pas des gens en individuel, c'est une vraie structure et ils sont hyper actifs. Tu c'est vois, ils ça, sont ouais. chez Content Square, etc. Ils ont l'habitude. Et tu te dis, Ouais, tout à fait. on me fout mon deal en l'air, quoi. Donc là, effectivement, tu as 2 jours de qu'est-ce que je fais, avocat, Ouais. j'appelle du monde, etc. Donc ça a été, ouais, ça c'était vrai. Ah ouais. T'as 2 jours, tu dors pas, tu fais du 8h, 23h, t'es stressé. Ah là Euh, là tu pris cher là. Là, tu prends cher. Et surtout que t'es en mode, fais chier, c'est pas notre faute, quoi. Ils ont fermé. Nous, on voulait pas qu'ils ferment, ça se passait bien. Ouais. Et c'est le liquidateur qu'on n'arrivait pas à avoir au téléphone. Bon, au final, ça s'est bien fini parce que, bon, je pense que la leçon de ça, c'est qu'on a été honnête. Et je pense qu'en fait, il faut être honnête dans la vie. Ouais. Et en gros, Transparent quoi, vous on a été avez ouais. transparent. On s'est dit, on s'est cassé la tête pendant 2 jours et on s'est dit le plus simple. Tu vois, on a fait un appel avec Seed for Soft, avec un avocat qui était là de notre côté, en disant bon, écoutez, on est honnête avec Ouais. vous. Il y a ça qui est sorti. Voilà, on vous l'a pas dit parce qu'on pensait que c'était pas un sujet. C'est toujours pas un sujet. Ça va se régler. Voilà, on explique de manière technique comment ça va se régler. Et en disant, bah, nous, on se fait confiance, on veut partir sur une bonne relation. Et je pense que ça joue aussi là-dessus. Donc, peut-être que ça a été, je pense qu'ils ont eu peur, Ouais. hein, quand on leur a dit ça, Ouais. là, c'est bien passé. Il y a dû avoir un petit coup de, oh, c'est Ouais. quoi ce bordel? Mais Ouais. je pense de ce côté, bah, ok, Loki, ils font pas de blanche, ils nous le montrent vraiment. De toute façon, on va bosser pendant X années ensemble. Au moins, on se dit tout maintenant. Donc ça a été Et une belle. concrètement, vous avez récupéré les pourcentages? Comment vous avez fait? Qui, a mis la main sur les pourcentages en question alors? C'est ouais, en fait, on les a récupérés. Ça a duré longtemps parce que en fait, si tu veux, là la levée de fonds avec Serena, j'ai fait avoir le même dossier parce que le truc était toujours un peu toujours dans la nature. Et en fait, ça s'est fini juste avant. Je crois que ça s'est fini en mai 2022, donc tu vois, on a pris le truc pendant longtemps. Et au final, le Ouais, ouais, ouais. liquidateur en a eu marre et on lui avait expliqué par A plus B qu'il n'arriverait pas à les vendre, etc. Et donc du coup, ça s'est Ouais. fini. Ouais. On a récupéré toutes nos parts. Du coup, je suis Waouh! content avec le sourire maintenant, mais ça a duré longtemps, Ça quoi. représentait combien de pourcentage ça? C'était un petit ou un gros pourcentage? Ouais, c'était, je sais plus combien c'était. Ça dépendait de la valorisation de la 5-8? boîte. Ouais, c'était entre 5 et 10. Mais du coup, Ouais, c'est maintenant, ça, hein. tout le monde sait que pendant 1 an et demi, il y avait des parts de Loki qui pouvaient être achetées. Donc, vous avez raté. Ah ouais, d'accord, délire, délire. Ouais, non, c'est incroyable ça. Non, Ouais, mais ça c'est tu ça on en parlait tout à l'heure, hein, ça montre bien qu'il y a, encore une fois, c'est hyper technique ces sujets-là, hyper technique d'un point de vue juridique, d'un point de vue contrat, d'un point de vue finance et là, effectivement, il peut t'arriver des trucs comme ça qui sont très complexes, qui sont des situations même de blocage, hein, qui peuvent te faire capoter, capoter un deal, un deal. capoter ta levée de fonds et cetera donc ouais, ouais, c'est des vrais gros sujets et puis je veux bien croire qu'effectivement, quand c'est la première fois que ça t'arrive, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu vois, tu pas monté, 10 startups. Donc, en gros, bah, tu pas au fait de toutes ces choses-là. Et donc oui, tu prends vraiment des gros coups d'ascenseur, des Oui, gros coups d'ascenseur de stress, c'est clair. celui-là, Yes, il bon. était intense.
Ouais, il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Raphaël, on va bientôt se quitter. Moi, j'ai 2 questions à te poser, pour, qui sont importantes, pour moi et par rapport à ce podcast Je ne perds jamais, qui est un peu, tu as peut-être entendu parler de Simon Sinek, qui prêche, la notion du why, le pourquoi tu fais des choses dans la vie et quel est ton moteur profond. Est-ce que toi, tu as comme ça une espèce d'étoile du Nord qui te maintient, voilà, focus, réveillé, que tu as envie de partager avec nous? Oui, je pense, j'en ai 2. Hem, la première, je pense, j'aime bien le fait de choisir ses problèmes. Je pense que une vie heureuse, c'est quand on choisit les problèmes qu'on Yes. veut avoir. Et donc du coup, c'est ça que je fais avec Loki et on verra plus tard où je suis. Mais c'est vraiment ça l'objectif, c'est de dire, bah, non, non, mais c'est ça, tu vois, de dire, bah, moi, une vie où je choisis des problèmes qui sont pour moi des bons problèmes, et ben en fait, c'est mon why. Et je pense que j'ai un deuxième why, mais qui est un peu plus récent avec justement tout ce qui est société à impact, etc. C'est comment amener aussi, moi d'un point de vue individuel, faire ma transition et la chance d'être chef d'entreprise, d'amener Oui. Loki, d'avoir un impact positif sur ce qu'on fait. On ne vendra rien sur une planète morte. Donc, si on peut Ouais. faire des choses, Tu envie de faire ta part là, pour le coup, ouais. j'ai envie de faire ma part d'un point de vue individuel. Et je pense que les entreprises, on connaît tous, pas tous peut-être, mais ce triangle un peu d'inaction, entreprise, État, Bien sûr, individu se renvoie la balle. J'ai la chance d'être sur oui. 2 piliers. Donc, je pense que ça, c'est mon nouveau why depuis 6 mois, un an. Et d'où le match aussi avec, tu vois, Make Sense, Serena, de dire bah, comment on fait de Loki une Yes. société à impact positif et on peut changer les choses pour s'en sortir. Ah, tu vois? T'as tout à ce qui fait que t'as la porte de Je ne perds jamais t'est ouverte, puisque c'est vraiment aussi le sujet, la vocation de ce podcast et de voilà, de ce collectif, d'entrepreneurs, qu'on est en train d'essayer de construire, de monter. Je crois aussi comme toi, voilà, je suis parfaitement convaincu, qu'on peut agir sur ces 2 piliers-là, effectivement, titre individuel, et puis, on a des devoirs en tant qu'entreprise, en tant que chef d'entreprise. On a des moyens même qui sont supérieurs à ceux qu'on peut mettre en tant que enfin, à titre personnel. Donc je pense que c'est très important. Donc je suis ravi que tu que tu sois voilà. Bah, de toute façon, toi tu l'as dit, tu es entreprise à mission en plus. Donc je dirais ça va dans la lignée, dans le spirit de ce que tu essayes d'injecter dans l'entreprise. Bon, tu reviendras, hein, tu vas revenir, on va faire d'autres épisodes, hein, parce qu'il y aurait tellement de choses à raconter sur l'entrepreneuriat, tu vois? Là, on est un peu pris par le temps, mais c'est vrai qu'il y a des sujets aussi que tu es en train de monter une société qui grossit avec des salariés, donc on sera amené à parler, quelque chose qui peut être très intéressant, c'est tu sais, toute la politique RSE, Ouais. voilà, les valeurs que tu mets dans l'entreprise et comment vous grandissez tous ensemble, donc ça, c'est vraiment des super sujets. Hem comme on est dans un truc où on parle beaucoup d'apprentissage, est-ce que tu, peux me dire, nous indiquer, toi, comment tu te formes? Est-ce qu'il y a des trucs incontournables pour toi, des livres, des podcasts? Je sais pas si tu en écoutes d'ailleurs ou des chaînes YouTube? Voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui, comment tu continues à te former est-ce que tu as comme ça des supports de formation à nous indiquer? Ce que tu Ouais, que si, tu si, préfères? il y a plusieurs choses. Bah, des podcasts, j'ai pas mal écouté le tien Ouais, pour tu le fais? coup. D'accord. Ouais, Podcasts, merci. non, c'est pour le coup, même, bah, on en parlait au début, Génération Do It Yourself, ce que je trouve assez cool, et des Bien sûr. podcasts un peu plus Ah ouais, spécialisés. Comment je yes. me forme, bah, au quotidien dans tous les sujets, de toutes les rencontres que tu peux faire. J'essaie de rencontrer une fois par semaine quelqu'un qui n'est pas de Loki, et tu D'accord. vois, pour apprendre le sujet. J'essaye, je le Ah, fais c'est pas tout le chouette. temps, pour être honnête. Et D'accord. après, j'avoue, je lis beaucoup aussi, beaucoup de Ouais. livres d'entrepreneurs, sur des Ouais, sujets tu lis aussi bien des livres de business et tout ça? Ouais, d'accord. Ouais, j'en lis OK. pas mal. Et ouais, non, voilà, globalement, c'est ces 3 choses. Donc pas mal de lectures, des podcasts et des rencontres du quotidien. Et tu es un peu publivore, c'est-à-dire, tu en as un préféré qui sort du lot ou non, c'est un peu sur tous les sujets du business, voilà, l'entrepreneuriat, en anglais, français, peu importe, tu dévores un peu ça? Ouais, c'est ça. Je dévore D'accord. un peu de tout. En ce moment, je dis The Hard Thing About Hard Things. Ah ouais, Désolé pour l'accent. Je pense que yes. c'est un des plus recommandés, et Référence, je l'ai pas grosse fini, référence, mais ouais. c'est assez extraordinaire. Ouais. Yep, 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 yep.
Je suis en train de créer toute une bibliographie, Je ne perds jamais, recommandée par Je ne perds jamais, par toutes les interviews, tous les entrepreneurs qui passent, qui nous racontent un petit peu leurs ouvrages, leurs livres. Donc on va en faire une liste de livres, c'est vrai, il y a de toute façon, il y a un vrai sujet autour de ça, c'est vraiment Ouais. très intéressant. Alors moi Bah, maintenant j'écoute les livres, je ne lis plus les livres. et Moi je suis passé sur, je suis passé sur Audible et je fais tout en mode audio. C'est assez sympa parce que ça me permet de faire, pas mal de choses et notamment des sorties plein air, marcher tout le temps, tous les jours, et carrément. avec mes livres dans les oreilles. Donc ça, c'est top. C'est trop bien. Et d'ailleurs, justement, pour changer justement d'un truc très entrepreneur, le dernier que j'ai lu, tu vois, Confidence d'un entrepreneur pas comme les autres, Yvon Chouinard de Patagonia, justement sur Yes. comment il crée une entreprise à mission et que chaque décision qui est prise n'est pas forcément financière, mais pour la planète. Je recommande à Ouais, ouais, tous. ouais. C'est très beau livre. Bon, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, Raphaël. J'étais ravi de te recevoir sur ce podcast. Je te propose qu'on se fasse un match retour. Hop, alors c'était pas un match, mais en tout cas, voilà, sens-toi à l'aise. Tu peux revenir nous voir et toquer à la porte quand tu veux. Et on aura grand plaisir à suivre les aventures de Loki, voilà, qui est petite start-up, enfin petite, je sais pas pourquoi je dis petit, mais start-up qui voilà dans la location d'équipement avec voilà Serena qui vient de qui c'est récent là la levée de fonds là, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, cette année. Hein, De l'année dernière. d'accord. Hein. Donc ça vous donne les moyens de voilà de grandir et de continuer à faire progresser votre mission et donc merci encore d'être venu témoigner de ton parcours Raphaël et je te dis à très bientôt. Merci à Merci toi, encore. Patrick. À la prochaine. Merci Raphaël. Merci beaucoup. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.